On va démarrer. Nous nous retrouvons pour la seconde partie de cette journée. Bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints. Alors, à partir du thème, une mécanique qui s'essouffle. Quelle prévention et quelle protection de l'enfance pour demain? Nous avons amorcé ce matin l'idée de pratiques innovantes et de nouvelles ressources à mobiliser. Pour continuer dans cette voie, nous allons accueillir M. Gilles Séraphin, qui présentera son expertise dans le domaine du parrainage et des tiers dignes de confiance. Il sera accompagné dans sa mission par un jeune retraité de la collectivité, M. Thierry Guizard, précédemment directeur adjoint de la NDCS de l'agglomération. C'est à vous. Merci Solène. Bonjour à toutes et à tous. Déjà dire que je suis particulièrement heureux d'être parmi vous, que ce soit en visu ou pour ceux un peu plus loin en visio. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à participer à cet événement. Une participation qui me ravit particulièrement au regard de la thématique choisie. C'est effectivement une thématique aussi bien sur le fond que sur la façon de la traiter qui rejoint pleinement ma vie professionnelle. Donc je le redis, un grand merci. Merci de me sortir de ma torpeur intellectuelle de retraité et puis accessoirement de dépoussiérer mon dressing, puisque j'ai quand même imaginé qu'au-delà du temps, venir en short et sans veste, c'était pas compatible. Donc j'ai découvert que j'avais encore quelques affaires de travailleurs. Donc, plus sérieusement, nous entamons donc cette seconde partie, comme l'a dit Solène. C'est le moment d'essayer de prendre de la hauteur, de faire un ou deux, voire plus, pas de côté, pour se projeter vers ce qui devrait être, pourrait être, la prévention et la protection de l'enfance de demain. Un avenir dans une logique de construction qu'il nous appartient, je pense, de construire. Pour nous aider, nous avons sollicité effectivement l'intervention de quelqu'un qu'on peut qualifier d'expert, Gilles Séraphin. Donc je vais faire une bio rapide, non exhaustive, de Monsieur Séraphin avant de lui laisser la parole. Monsieur Séraphin est professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Paris-Nanterre, Paris-Lumière. Il est directeur du Centre de recherche, éducation et formation, le CREF, responsable de l'équipe de recherche, éducation familiale et intervention socio-éducative et rédacteur en chef notamment de la revue Recherche familiale. Et puis, quand je parle d'expert, un autre motif d'expertise, entre 2012 et 2017, il a dirigé l'Observatoire national de la protection de l'enfance, l'ONPE, l'ex-ONED. Donc ce n'est pas rien et je pense qu'effectivement, nous avons cette chance-là pour nous aider à prendre de la hauteur. Là, je ne vais pas être exhaustif et effectivement, je pense qu'on devrait avoir les PowerPoint de présentation, ça devrait être disponible pour tous les participants. Il y aura un fil pour avoir l'ensemble des publications de M. Séraphin. Je pense que ça fait partie des choses qui étaient envisageables. Autrement, les travaux actuellement portent principalement sur la politique familiale, notamment autour d'enfance, famille, génération, comprendre les politiques familiales d'aujourd'hui, avec des travaux collectifs, bien souvent, et un certain nombre d'autres écrits autour de la petite enfance, la protection de l'enfance, et écrits divers et variés qui vont nourrir, je le sais, en grande partie sur l'intervention de cet après-midi. Voilà, je le redis, ce n'est pas une biographie exhaustive, loin s'en faut, mais ça me paraissait important de faire cette première découverte. De façon plus logistique et plus pratique pour cet après-midi, on a fait le choix, avec M. Séraphin, de séquencer cette présentation, on va dire, en 3 parties, et de façon à ce que ça soit le plus interactif possible avec vous dans la salle et vous derrière votre écran, pouvoir recueillir les questions au-delà de et poser les questions ou poser les commentaires nécessaires à l'issue de ces 3 parties. Donc, à l'issue de ces 3 parties, je recueillerai, je me ferai le porte-parole
soit des gens de la salle, soit des gens derrière l'écran, des questions qui souhaitent être posées à M. Séraphin. Donc, n'hésitez pas à les poser à fur et à mesure. Ça a fonctionné, vous avez vu comment ça fonctionnait ce matin, on les recueillera et on devrait pouvoir être, à part si elles sont pléthores, on devrait pouvoir être exhaustif sur les questions. Voilà, je vous passe la parole et merci à vous. Bonjour à toutes et à tous, et un très très grand merci pour cette invitation, donc de la part du conseil départemental et de vous toutes et tous. Effectivement, on a eu des longs échanges avant cette intervention pour voir un peu comment la positionner. Donc il aurait été possible de faire quelque chose, une intervention, je dirais presque de type un peu court magistral, où il y a plein de choses qui sont comme ça évoquées. Et on s'est dit que c'était peut-être plus intéressant de partir de situations extrêmement concrètes, extrêmement pratiques. Et c'est pour cela que, dans un premier temps, je vais vous exposer une recherche qui est très très concentrée sur un petit territoire, qui est l'île de Saint-Martin, donc dans les Caraïbes, une recherche qui portait sur les enfants confiés à des proches à Saint-Martin. Et on va voir que ce qui se passe sur ce petit territoire français, il y a des compétences de département pour ce territoire, c'est un département d'outre-mer, eh bien, ou en tout cas une collectivité qui peut être assimilée à un département d'outre-mer, on peut voir qu'il y aura des questions beaucoup plus générales qui se posent et qui interrogent l'ensemble de la protection de l'enfance en France. Donc on fait un petit peu un détour qui peut nous paraître éloigné pour justement mieux revenir à notre sujet pour voir les enjeux de la protection de l'enfance aujourd'hui. Alors, cette intervention, dans un premier temps, on va voir donc une petite île comme laboratoire de la République, le confiage institutionnel à Saint-Martin. Ça fait l'objet d'un article donc, qui est paru dans Vie sociale en 2021, en juillet 2021. Et donc, c'est un article qui fait un peu l'objet de... vous pouvez vous référer à cet article pour voir un peu cette présentation de cette première partie. Alors Saint-Martin déjà, une petite carte pour vous présenter un peu cette île. Dans les Caraïbes, les Antilles et les Caraïbes, il y a au niveau français 4 îles, tout au sud la Martinique, ensuite la Guadeloupe, ensuite Saint-Barth et plus au nord Saint-Martin. Ce sont donc 4 îles aujourd'hui qui sont autonomes les unes par rapport aux autres et qui ont des compétences de département. L'île de Saint-Martin a aussi une autre particularité. Vous voyez que c'est une île qui est coupée en deux, donc depuis longtemps. Le sud, c'est néerlandais. Donc on a une frontière avec les Pays-Bas, une frontière terrestre avec les Pays-Bas. On l'oublie assez souvent. Et donc cette île de Saint-Martin, le sud, c'est Sint-Maarten, avec l'aéroport international qui est beaucoup plus utilisé en fait. Et le nord, Saint-Martin, avec la préfecture, on va dire, c'est Marigot. Pour plaisanter, tout à l'heure, j'ai encore posé une question à table. C'est vrai qu'on oublie assez souvent la dimension de la France, des territoires français. Je rappelle par exemple que la première frontière terrestre de la France, c'est le Brésil. La seconde, c'est la Belgique. La troisième, c'est donc le Suriname. Donc ça donne, avec la Guyane, bien évidemment, Brésil et Suriname, ça donne aussi des dimensions de la France et les questions qui se posent pour la protection de l'enfance, vous voyez qu'elles ne se posent pas tout à fait de la même façon selon les territoires. Alors des petites photos quand même pour présenter... Ah ben non. Ah, c'est... Alors, je n'ai pas la même chose sur mon écran et sur le vôtre. C'est... Alors, attendez. Ah non, il y a un décalage dans le temps. Alors... Il se passe autre chose, c'est... Je ne sais pas ce qui se passe. C'est moi qui voulais vous montrer des photos, en fait. Bon, ben, vous les voyez un peu de loin. Donc, voilà, ce sont des photos de Saint-Martin. Vous voyez, bon, ben, ça correspond à tous les clichés. Mais les clichés sont vrais. Hein. C'est vraiment une île très, très chouette, aussi bien au niveau terrestre que maritime. Et sur cette autre photo, alors du coup, vous ne la voyez pas parce qu'elle est assez loin. Vous avez ben, mon écran et non pas l'écran général. En fait, vous voyez
un bateau qui est complètement rentré dans une maison. C'était suite à l'ouragan Irma en 2017 qui a complètement ravagé l'île. Et donc, vous voyez ce bateau du port, il a vraiment monté et puis il est rentré dans les maisons. On voit qu'il a fracassé une maison entièrement. Donc, c'est quelque chose aussi assez étonnant. Alors, tout d'abord, pour vous dire, cette recherche à Saint-Martin, elle se fait dans le cadre d'une recherche plus générale, un programme de recherche qui s'appelle EPCP, Enfants protégés confiés à un proche. Donc vous avez le site par rapport à cette recherche EPCP qui vous présente l'ensemble de cette recherche. Tout d'abord, le cadre juridique. Vous connaissez, je pense, pour la plupart d'entre vous, le cadre juridique. Vous savez qu'il y a les enfants protégés confiés à un proche en protection de l'enfance. Il y a un cadre juridique. C'est l'article 375-3 du Code civil. Dans le cadre de l'assistance éducative, un enfant peut être confié à l'autre parent, à un membre de la famille, à un tiers. Alors, dans le Code civil, on distingue le membre de la famille et le tiers, mais dans le langage courant, on dit un tiers, y compris lorsque c'est un grand-parent, une tante, un oncle, etc. Ça, c'est au niveau judiciaire. Et au niveau administratif, il y a un cadre légal qui a été donné par la loi de 2016. Donc, il y a dans le Code de l'action sociale des familles l'article 221-2-1, et il y a eu un décret d'application en 2016, du 10 octobre 2016, qui fixe beaucoup plus précisément d'ailleurs le cadre des prestations administratives pour ce qu'on appelle, ce n'est pas un terme exact au niveau juridique, les tiers administratifs. Au niveau juridique, je ne me rappelle plus l'expression, ce sont des personnes qui, à titre bénévole, je ne sais plus trop quoi, mais on dit les tiers administratifs dans le langage courant. Alors, au niveau des données démographiques, sur l'ensemble de la France, en fait, dans le cadre de l'assistance éducative, donc dans le cadre judiciaire, les tiers mis de confiance, y compris les familles, représentent moins de 5% de l'assistance éducative. Donc c'est assez faible, contrairement à la plupart de tous les pays du monde. Dans les départements d'outre-mer, cette proportion monte entre 20 et 40%. Donc ça explique pourquoi ce programme de recherche se développe surtout dans les départements d'outre-mer. Par exemple, après-demain, je vais à La Réunion dans le cadre de cette recherche. Alors vous voyez, je vais vous faire rêver. Donc Saint-Martin, La Réunion, Martinique, Guadeloupe. Il y a en ce moment Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin. Bon, c'est un peu mouvementé, on va dire, mais voilà, ce sont quand même des territoires qui sont assez agréables, en tout cas sur le point de vue climatique et même humain. Donc on voit qu'il y a une plus forte proportion du recours à ces tiers judiciaires dans ces départements. Et au niveau administratif, quasiment l'ensemble de ces départements, en tout cas Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, ont déjà pris des délibérations au niveau du conseil départemental ou de l'assemblée territoriale pour instaurer des prestations administratives. Donc il y a vraiment quelque chose qui est très très fort. Au niveau des apports de la recherche, alors il y a peu de recherches finalement qui ont été faites sur les tiers. Alors au niveau, on va dire, traditionnel, il y a des systèmes de confiage traditionnels qui existent dans certains territoires, nous reviendrons là-dessus, notamment à La Réunion, avec Laurence Pourchet, Didier Le Gall. Là, il y avait vraiment un système de confiage, qu'on appelle aussi le fosterage, donc traditionnel, qui existait sur ces territoires. Sur d'autres, pas du tout. Et au niveau de la recherche, on s'aperçoit que lorsque les enfants sont confiés à des tiers, il y a eu notamment une recherche de Catherine Selnay, de Mohamed Lousni, qui date déjà un petit peu, qui ont montré qu'il y a vraiment, de façon générale, un grand bénéfice de confier des enfants à des tiers, à des proches, à des personnes qui font déjà référence pour eux. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Il y a déjà des personnes qui peuvent faire une continuité dans le récit de l'enfant, dans leur histoire, dire d'où ils viennent. Et ça, c'est très très important pour les enfants, vous le savez bien. Et le tiers, quand c'est un proche, c'est quelqu'un qui peut transmettre aussi un récit, qui peut transmettre une histoire. Il y a aussi une notion de responsabilité et de permanence qui est beaucoup plus forte. Donc il y a différentes raisons qui portent à penser que, de façon générale, c'est bénéfique pour ces enfants. Il n'empêche qu'il y a des risques.
Dans le cas du confiage traditionnel au niveau du monde, parce que ce sont des pratiques, le confiage traditionnel des enfants, c'est une pratique très très répandue au travers du monde, on voit qu'il y a un plus fort risque, par exemple, de ce qu'on appelle l'exploitation domestique, et il y a un plus fort risque de violence sexuelle. Donc, il ne faut pas être aussi complètement ébahi, je dirais, par rapport à tout cela. Il faut aussi avoir un regard très attentif et exercer peut-être un certain contrôle dans le cadre de mesures ou de prestations en protection de l'enfance. Au niveau des objectifs généraux de la présente recherche, donc, je vais revenir juste après, donc dans la diapositive suivante, pour vous présenter après l'île de Saint-Martin. Donc là, dans la diapositive, vous voyez qu'il y a vraiment différentes questions qui étaient posées, mais grosso modo, on va dire, il y a deux types de questions. La première grande série de questions, c'est de savoir qui étaient les enfants, qui étaient les tiers, qui étaient les parents, dans quel cadre ces mesures et prestations étaient exercées, quel était le danger initial, quels étaient les liens entre l'enfant initiaux, entre l'enfant et le tiers. Souvent, ce sont des liens familiaux, mais pas que. Et la deuxième grande série de questions, c'est de savoir finalement les soutiens, l'accompagnement qui est offert à ces enfants, aux parents, qui sont toujours détenteurs de l'autorité parentale, je le rappelle, et les tiers, donc dans le cadre des différents actes de la vie courante. Alors, Saint-Martin. Comme je vous disais, Saint-Martin, c'est une petite île qui est partagée entre deux États. Donc, c'est vraiment 35 à 40 000 habitants dans la partie française, avec une forte migration métropolitaine, guadeloupéenne, et surtout haïtienne. Nous reviendrons sur le sujet. Au niveau, le nord de l'île, donc c'est un peu plus grand. Le nord, donc la partie française, ça fait 53 km². C'est la moitié de Paris intramuros. Donc vous voyez, c'est quand même pas bien grand sur ce territoire. La frontière entre les deux parties du territoire n'est pas du tout matérialisée, et n'a jamais été matérialisée. On passe d'une partie néerlandaise à une partie française très très facilement sans s'en apercevoir. La langue la plus parlée, c'est l'anglais. Donc c'est l'anglais, le français, le créole. Alors il y a différentes formes de créole, et notamment il y a le créole haïtien qui est par exemple pas le même que le créole guadeloupéen. Il y a aussi un anglais qui est un peu plus créolisé, ce qu'on appelle le Balkan English. Donc vous voyez, il y a une grande diversité sur cette île. En 2017, il y a eu l'ouragan Irma, donc tout le monde connaît. Ça a vraiment détruit l'île. On estime que plus de 90% des bâtiments ont été détruits. Au niveau des infrastructures, ça a été assez terrible. Et ce qui a été terrible, par exemple, c'est que vous allez dans la partie néerlandaise, dans le port de la partie néerlandaise, où il y a des conditions fiscales qui sont très très favorables. Donc il y a énormément de bateaux de yachts. Je n'ai jamais vu autant de yachts de ma vie, des bâtiments qui sont... Je ne pensais pas que ça pouvait exister, hein, des yachts comme cela. Il ne faut pas oublier que quand il y a eu l'ouragan qui est arrivé, les yachts savaient exactement qu'ils allaient arriver, ils sont tous partis en mer, très loin, donc ils ont tous été sauvés. Tous les petits bateaux de pêcheurs, bien évidemment, ils n'ont pas pu partir en haute mer, très loin, et donc ils ont tous coulé, ils se sont retrouvés sur la terre, etc. Donc il y a de fortes inégalités aussi, et qui sont très très visibles. Au niveau de l'organisation, jusqu'en 2007, en fait, Saint-Martin, c'était une commune de la Guadeloupe. Donc, il y avait une compétence de commune. En revanche, au niveau du département et de la région, c'était la Guadeloupe. Ça s'est détaché de la Guadeloupe en 2007, ce qui fait que sur ce petit territoire, il y a à la fois les compétences de la commune, les compétences du département et les compétences de la région. Donc, c'était intéressant de savoir si cette organisation administrative causait certains bénéfices ou non en termes de protection de l'enfance. Dernier point au niveau de l'organisation, et je crois que c'est très très important, en 2019, la collectivité de Saint-Martin a fait un choix qui est assez radical. C'est-à-dire qu'auparavant, les agents de l'ASE étaient... alors, il n'y a que de la régie directe, il n'y a pas d'association qui fait de la UMO, etc. Déjà, première chose. Et ensuite, les agents de l'ASE, certains faisaient le UMO, d'autres faisaient donc le suivi de placement donc en famille d'accueil. Les placements en établissement, c'était en Guadeloupe. Il n'y a pas d'établissement à Saint-Martin. Et en 2019, il y a eu le choix, c'est-à-dire
on cassait un peu cette organisation en type de prestation-mesure, et les agents étaient les référents d'un enfant, quelle que soit la prestation et la mesure. C'est-à-dire qu'ils faisaient du suivi direct dans le cadre de l'AEMO, et par exemple, si l'enfant arrivait chez un tiers, eh bien, c'était toujours le même agent qui était référent de l'enfant. Donc il y avait vraiment un suivi du parcours de l'enfant, quelle que soit la prestation ou la mesure. Et ça a permis, on verra, ça a permis aussi plusieurs choses qui sont, je crois, très, très bénéfiques. La collectivité donc, a créé aussi, à partir de 2019, une nouvelle prestation. Donc c'est avec un aménagement de l'AED, en fait. La collectivité a créé une nouvelle prestation de soutien aux tiers bénévoles administratifs qui ont bénéficié dorénavant d'une indemnité d'entretien, mais aussi d'un accompagnement, d'un suivi. Alors, dans le cadre de cette recherche, eh bien, en fait, nous sommes allés à la rencontre des professionnels et des bénéficiaires. Je dis « nous », parce que bien évidemment, je vous disais tout à l'heure, je ne parle pas, un petit peu l'anglais, mais le broken English, c'est plus difficile. Le créole, d'autant plus qu'il y a plusieurs créoles différents. Il y a aussi l'espagnol qui est bien pratiqué sur l'île. Donc j'étais accompagné d'une jeune étudiante saint-martinoise qui parlait toutes ces langues, et ça a été vraiment très, très pratique, parce qu'en plus, elle m'a fait découvrir beaucoup de subtilités, je pense, de l'île, en termes de vie quotidienne. Donc il y a eu vraiment des entretiens avec un ensemble d'enfants qui ont choisi leur pseudo. Et dans l'article, je mets en exergue un peu deux types de situations. En fait, tous les enfants, sauf une exception, ont vraiment parlé de mesures ou de prestations, donc mesures judiciaires ou prestations administratives, extrêmement bénéfiques. Et le terme qui revenait très très souvent, c'est « je suis posé, je suis tranquille ». Après toutes les turpitudes de la vie, et là, ça fait référence, je ne sais pas si vous avez suivi toute la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux des enfants, et on avait remarqué qu'il y a un besoin qui prime, enfin, pas qui prime, pardon, mais qui permet d'assurer un autre besoin, une réponse à un besoin qui permet d'assurer la réponse aux autres besoins, c'est le besoin de sécurité. C'est pour cela qu'on parle souvent de méta-besoin, c'est vraiment le besoin. Et là, ça a vraiment été flagrant. C'est que la première chose qui revient de la part de ces enfants, depuis qu'ils sont confiés à des tiers, c'est que, quelle que soit parfois la grand-mère, elle radote un petit peu, parfois elle est un peu pénible sur tel ou tel aspect, etc. Il n'empêche, là, ça y est, je me pose, je suis tranquille, j'ai la paix. Ce sont vraiment des expressions qui revenaient très, très, très souvent. Et il y a une seule situation, en fait, où là, c'était plus compliqué, on pourra revenir dessus. Ce sont des enfants qui ont choisi leur pseudo, Meliodas, donc c'est par rapport à un manga, en fait, et Ronaldo, c'est le joueur de foot, bien évidemment, qui était confié à une famille et qui voulait absolument, finalement, partir, découvrir autre chose, qui vivait ça comme un carcan, et je vous expliquerai après la situation plus précise de ces enfants. Au niveau des besoins qui étaient exprimés, en fait, il y avait peu de besoins. Les besoins étaient surtout administratifs, c'est-à-dire c'était des questions d'état civil qui revenaient très très souvent. Ils avaient besoin d'aide. Bon, souvent c'était des situations qui étaient liées à des migrations. Nous reviendrons aussi sur le sujet. Et les besoins, c'est vraiment pour avoir les papiers, pour avoir des sorties, des autorisations de sortie de territoire, etc. Et aussi des besoins, mais les personnes prenaient soin de dire que c'est secondaire, des besoins des aides financières. Les personnes disaient que ce n'était pas la principale motivation, mais il n'empêche, et lorsqu'on voyait les conditions de vie aussi, ça se justifiait, il y avait des besoins financiers. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une recherche qui a été faite sur les tiers dans le département du Nord de la France par Bernadette Tillard et Sarah Mosca, et elles reviennent très très régulièrement sur une difficulté des acteurs. Elles disaient qu'en France métropolitaine, dans le Nord, il y avait vraiment, les tiers avaient du mal à se positionner en termes de statut, de savoir quelle était leur place exacte, comment se positionner par rapport à l'enfant, par rapport aux parents, etc.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Saint-Martin, on n'a pas du tout eu ça. En fait, les tiers savent quelle est leur place, ils ne se posent pas la question. Ils sont là, assez souvent parce que aussi ce sont des grands-parents, etc. Nous reviendrons sur le sujet, mais c'était quelque chose qui ne leur posait pas question. Alors, on peut se poser des questions à Saint-Martin, deux types de questions. C'est quelles sont les spécificités du dispositif à Saint-Martin et quelles sont les spécificités du dispositif pour l'ensemble des départements d'outre-mer. Et c'est ça qui nous permettra par la suite de poser la question, mais finalement, qu'est-ce que ça révèle sur la protection de l'enfance pour l'ensemble de la République française? La première question que je me suis posée, c'est est-ce que l'insularité est une ressource? Alors pour dire les choses très clairement, je crois qu'il peut y avoir un gros avantage à Saint-Martin, c'est que tout le monde se connaît. Il y a un gros inconvénient à Saint-Martin, c'est que tout le monde se connaît. Mais c'est vraiment quelque chose, en fait, que je me suis dit en venant de l'extérieur, c'est qu'effectivement, si on ne connaît pas une personne, si on cite un nom, on connaît automatiquement une personne qui connaît cette première personne. Voilà, il y a quelque chose de très très fort. Et du coup, on peut imaginer aussi que c'est un inconvénient en termes de vie personnelle, tel qu'on peut l'imaginer, etc. Et c'était vraiment une des grandes questions que je me suis posées, cette insularité, est-ce que ça peut être une ressource? Et finalement, la question ne se pose pas tellement pour les personnes, c'est comme ça. Donc elle ne se pose pas la question si c'est un avantage, si c'est un inconvénient. En fait, on connaît les autres, on nous connaît, ça a toujours été comme ça et ça sera comme cela. Et aussi, je me suis posé la question, mais le fait de connaître tout le monde, peut-être que ça participe à une certaine interprofessionnalité ou interinstitutionnalité. On connaît les personnes qui, je ne sais pas, on a un jeune, par exemple, qui devient un jeune majeur, qui a besoin de formation. On connaît aussi d'autres professionnels qui sont dans le secteur de la formation. Je me suis dit, peut-être naïvement, eh bien, voilà, ça va faciliter le fait qu'on connaisse telle personne, on va téléphoner, ça va créer une certaine fluidité. Et en fait, c'est faux, en tout cas selon le témoignage des acteurs, non. Il n'y a pas de fluidité. Ce n'est pas parce qu'on se connaît qu'il y a une fluidité interinstitutionnelle, interprofessionnelle. Ça fonctionne encore toujours très très fortement en silo entre les différents dispositifs. Et nous reviendrons tout à l'heure sur cette question. Je me suis posé la question aussi, est-ce qu'il y a un héritage pour expliquer pourquoi il y a plus de confiage dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin? Est-ce qu'il y a, je dirais, une source traditionnelle de ce confiage? Est-ce que ça se pratiquait? Alors, je vous disais tout à l'heure, à La Réunion, ça se pratiquait beaucoup, de façon traditionnelle, le système de confiage, de confier un enfant à un autre membre de la famille ou un proche. À Saint-Martin, à la Guadeloupe et à la Martinique, pas du tout. Il n'y a aucune trace de ce confiage traditionnel. C'est quelque chose qui ne se pratiquait pas du tout, et c'est assez nouveau en fait. Donc ce n'est pas un élément explicatif. En revanche, ça se pratiquait beaucoup, et ça se pratique toujours, à Haïti. C'est ce qu'on appelle les restes avec, les enfants qui restent avec d'autres personnes. Donc ces enfants, il y a un système de confiage traditionnel à Haïti qui est très très fort, qui peut porter même à certaines conséquences négatives. Je vous parlais tout à l'heure de l'exploitation domestique notamment. Eh bien, ça peut être porteur de beaucoup d'exploitation domestique à Haïti. Et ça se pratique. Et on va le retrouver à Saint-Martin sous d'autres formes, parce qu'il y a d'autres pratiques, on va dire, de confiage de tiers dignes de confiance. Un élément qui est central pour toutes les situations de ces enfants, en fait, on voit que le système de confiage, à un moment, est lié aussi à une histoire de migration. Et ça, c'est très très fort. Une migration soit des familles qui sont arrivées à Saint-Martin et les parents sont repartis, soit parce qu'un des parents est parti en métropole, aux États-Unis, etc. Mais il y a toujours un élément déclencheur, il y a toujours des situations qui étaient assez délicates pour l'enfant, mais l'élément déclencheur qui a provoqué à un moment le confiage à un autre membre de la famille, c'est une migration, notamment de l'un des parents. Enfin, une dernière question, c'est la grande question de la matrifocalité dans les Caraïbes, dans les Antilles même, de façon plus générale. Qu'est-ce que la matrifocalité? La matrifocalité, en fait,
C'est l'idée que tout tourne, le noyau familial tourne autour de la mère. Et finalement que les hommes, les pères, sont plus de passage, y compris au niveau du domicile, du lieu de vie. C'est quelque chose de très controversé dans les Antilles. Il y a des grands débats autour de cette notion de matrifocalité. Il n'empêche, 9 enfants sur les 11 rencontrés donc à Saint-Martin sont confiés à une femme. 2 enfants sont confiés à un couple. Les 5 enfants orphelins d'un parent sont orphelins de mère, et donc elles ne peuvent pas assurer leur parentalité. Les autres enfants, eh bien, leur mère avait des difficultés, soit il y avait une migration, soit il y avait des difficultés psychiques, aussi dans le cadre d'addiction, etc. Donc on voit que le confiage, c'était l'absence, on va dire, de la figure parentale maternelle, alors que les pères peuvent être là, ils peuvent être à côté. 1, c'est l'absence de la figure maternelle. 2, ils sont confiés à des femmes. Donc le confiage est une histoire de femmes. Et on retrouve totalement la question du genre dans ces pratiques de confiage. Alors, sur les particularités propres à Saint-Martin, le fait que le territoire soit divisé entre 2 pays, d'autant plus que la partie néerlandaise ne fait pas partie de l'Union européenne. C'est un État, il y a 4 États en fait dans le royaume des Pays-Bas, 4 États autonomes, et donc à part les Pays-Bas européens, on va dire, les 3 autres ne font pas partie de l'Union européenne. Contrairement à Saint-Martin, qui est un département, qui a une compétence de département, donc qui fait partie de l'Union européenne. C'est pour cela, de façon très caricaturale, on va dire, si on veut faire des affaires à Saint-Martin, il faut aller dans la partie néerlandaise. En revanche, si vous voulez, je ne sais pas, des soins de santé, protection de l'enfance, etc., il faut mieux aller dans la partie française. Donc, les parties, tout ce qui est protection sociale, c'est très peu développé dans la partie néerlandaise. Les liens humains entre les 2 parties du territoire sont très très forts. En fait, les familles et les enfants ont souvent un parent qui habite de l'autre côté de la frontière. Les personnes transitent d'une partie à l'autre de l'île sans aucun problème. Il n'empêche que les 2 administrations n'ont aucun contact, y compris dans le cadre des évaluations, par exemple en protection de l'enfance. Le père habite à 3 km, mais c'est de l'autre côté de la frontière. Il n'y aura pas de visite à domicile, il n'y aura pas même de contact, ou très très peu de contact avec les collègues de l'autre côté de la frontière. Donc, ce territoire divisé, les conséquences, c'est vraiment qu'il y a, il n'y a aucun lien, aucun contact qui permette d'étayer, d'accompagner les parcours. L'autre question, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a les mêmes compétences au niveau de la commune, du département et de la région. Les personnes travaillent dans les mêmes bâtiments. Parfois, les bureaux sont l'un en face de l'autre. Donc, très naïvement, je me suis dit, ça crée au moins des synergies, ça crée des liens. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin, par exemple, on suit un enfant, comme je vous disais tout à l'heure, qui a besoin d'une formation, c'est le collègue avec qui on mange à midi quand même. Lorsqu'on a besoin de différents, voilà, au niveau sanitaire, au niveau, il y a plein de sujets. Normalement, les personnes travaillent ensemble dans les mêmes lieux, donc théoriquement, elles travaillent ensemble, tout simplement. Ben non. En fait, ce qui est très très étonnant, et les acteurs même le disent, bien non, c'est pas parce qu'on est ensemble sur le même territoire qu'on travaille ensemble. Il y a des logiques de structure, des logiques institutionnelles qui sont plus fortes que les logiques de proximité, voire que les logiques amicales. Donc, ça peut porter aussi à certaines, on va dire, certains enseignements, ou en tout cas à se poser certaines questions. En revanche, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu le pari très audacieux à Saint-Martin de décloisonner totalement la direction enfance-famille, c'est-à-dire que la direction enfance-famille, les agents qui étaient référents de l'enfant,
n'était pas divisé entre certains services. Alors, c'est permis, bien évidemment, parce que c'est un petit territoire, avec des petits services. Les agents, alors, je pense que dans la direction enfance-famille, ils sont entre 25 et 30, je crois. Donc, voilà, c'est permis aussi par la taille du territoire, mais il n'empêche que ça a eu des conséquences très, très bénéfiques, je crois, au niveau du suivi du parcours de l'enfant, nous reviendrons là-dessus, mais aussi, et ça c'est très très intéressant, c'est qu'au moment où ils ont voulu créer la prestation administrative, à Saint-Martin, il y a eu un groupe de travail qui a été réuni. J'ai bien noté tout à l'heure la petite pointe d'humour sur les fameux groupes de travail, pour voir ce qu'il fallait créer comme prestation administrative. Et en fait, tout de suite, les différents agents n'ont pas du tout ressenti la création de cette prestation comme étant une autre prestation, peut-être qui était en concurrence, parce que ce n'était pas d'autres qui allaient la faire. C'est eux qui allaient créer la prestation qui allait s'ajouter à leur panier, je dirais, de services, à leur panier disponible. Et le fait d'agir pour quelque chose qui allait nous servir aussi en tant qu'agent, en termes de prestations, pour suivre le parcours de l'enfant, et qu'il passe d'un placement à un tiers, à l'EMO, etc., c'est quand même très, très intéressant au niveau aussi de création de parcours. Une des questions que je me suis posée, est-ce que la création d'une nouvelle aide spécifique, donc la prestation administrative, allait agir comme appel d'air? Vous savez, souvent c'est une accusation dans le terme de politique publique, en disant que si on crée une prestation, eh bien, on va avoir tout de suite des gens qui vont se précipiter dessus, et donc c'est un appel d'air, on va de plus en plus dépenser de l'argent, je dirais, dans cette prestation. Ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà la prestation a été créée, mais elle n'a pas créé des nouveaux besoins, c'est qu'elle a couvert des besoins qui étaient déjà existants. En fait, la prestation administrative a couvert des situations qui existaient déjà, des enfants qui étaient confiés de façon informelle à d'autres personnes, avec l'accord des parents. Et donc, du coup, ça a permis de sécuriser le cadre de ce confiage. Donc, déjà, il n'y a pas eu un appel d'air. Ensuite, c'est toujours l'idée que dans le cadre des politiques publiques, pendant très très longtemps, on a opposé deux formes de solidarité. On a opposé les solidarités privées et les solidarités publiques. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait le plus possible de solidarité privée, et quand la solidarité privée ne fonctionne pas, eh bien on fait appel à une solidarité publique. Mais du coup, quand c'est dans le public, il n'y a plus rien à voir, la famille, les proches n'ont plus rien à dire. L'exemple le plus flagrant, c'est dans le cas de la protection des majeurs. Si vous connaissez le système des tutelles, curatelles, etc., pendant très longtemps, on a fonctionné priorité familiale, donc tuteurs, curateurs familiaux. Quand il y a l'exercice de ce type de mesures, eh bien, ils sont seuls. Ces tuteurs, curateurs familiaux, très isolés. S'ils ne peuvent pas le faire, eh bien, ça passe, donc c'est délégué à l'État, subdélégué à une association tutélaire la plupart du temps. Et là, en fait, ils n'ont plus rien à dire. Une fois que ça passe à une association, etc., ils n'ont plus grand-chose à dire. Pendant très longtemps, jusqu'à 2007, ça fonctionnait comme cela. Et on s'est rendu compte que, je prends toujours l'exemple de la protection des majeurs, si on accompagne, si on aide les tuteurs et curateurs familiaux, ils sont beaucoup plus enclins à se saisir des mesures. S'ils ne se retrouvent pas seuls, ils se disent « Ok, je veux bien la tutelle de ma grand-mère, par exemple, parce que je sais que je vais être aidé aussi par la collectivité. » Enfin, il va y avoir le système, je ne sais pas, de portage des repas, fermer les volets le matin, le soir, ouvrir les volets le matin, ainsi de suite. Si on voit que les personnes sont accompagnées, elles peuvent exercer la solidarité, elles ne se sentent pas piégées. C'est la même chose dans le cadre de la protection de l'enfance. Au niveau de ces tiers, s'ils sont aidés, s'ils sont accompagnés, ils peuvent en fait déployer leur solidarité. Et c'est vraiment quelque chose de très très intéressant, parce que si on veut être aussi très cynique, même au niveau financier, c'est très intéressant. Ça coûte beaucoup moins cher d'accompagner des tiers que de payer, par exemple, un placement en établissement. Donc, même si on voulait être très cynique, très financier, etc., là aussi, il y a des enjeux qui sont très intéressants. Et, n'oublions pas le premier enjeu, de façon générale, quand même, si c'est bien accompagné, si c'est contrôlé, c'est quand même bénéfique pour l'enfant. Alors, la question de la famille et la communauté.
Alors, ce qui est très très intéressant à Saint-Martin, c'est que en fait, on s'aperçoit de deux types de confiage. Tous les enfants originaires de Saint-Martin, ou tous les enfants français, on va dire, soit de Saint-Martin, soit de la métropole, sont confiés à un membre de la famille, souvent la grand-mère, parfois la tante, sans exception tous. Tous les enfants haïtiens, en fait, sont confiés à quelqu'un, un proche, qui n'est pas originaire de la famille. C'est vraiment c'est des totalités. Pourquoi? L'explication pourrait être, c'est que de façon traditionnelle, le confiage existe à Haïti. Donc il y a un devoir moral d'être présent s'il y a des enfants qui sont dans le besoin et qui sont dans la possibilité, mais aussi de la part des parents, il n'y a aucun souci de confier un enfant à une autre personne qui ne fait pas partie de la famille. Donc ça se perpétue aussi sur l'île de Saint-Martin. Donc il n'y a pas de souci de confier son enfant à quelqu'un qui est originaire aussi de Haïti, parce que tous ces enfants, en plus, sont confiés à une personne originaire de Haïti. La question plus générale qui se pose derrière, c'est qu'on voit qu'en France, il y a quand même l'exclusivité, on va dire, de la parentalité. On a beaucoup de mal à imaginer que la parentalité, ou en tout cas l'éducation des enfants, peut être confiée à d'autres personnes que les parents, et qu'il y a une communauté éducative qui peut se faire autour des enfants. Ce qui, dans beaucoup de pays du monde, pose beaucoup moins de questions, on va dire. Donc cette exclusivité de la parentalité, on la retrouve de façon générale à Saint-Martin par rapport à ces deux types de confiage. Dernier point, à Saint-Martin, moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est la permanence, cette idée de permanence. Donc je vous ai parlé de la permanence des référents. Alors les référents, il faut voir, alors il y a un gros avantage aussi à Saint-Martin, il y a très peu de turnover dans les agents. Il y a des agents qui sont là depuis 20 ans, 25 ans. Donc ils ont suivi, depuis la naissance, certains, gérer le parcours de l'enfant. En plus, ces agents, comme je vous l'ai dit, maintenant, ils font le suivi d'un parcours d'un des enfants. Donc, il y a vraiment cette idée, il y a vraiment une permanence. Ils suivent l'enfant depuis des années et des années. Peut-être qu'il peut y avoir un inconvénient, on reviendra tout à l'heure. Il y a peut-être aussi un sentiment parfois d'appartenance, etc., qui pourrait expliquer toujours le fonctionnement en silo entre les différents services, etc. Mais nous reviendrons sur le sujet tout à l'heure. Je fais un peu de teasing pour voir tout cela. Il y a la permanence des tiers, bien évidemment. Quand les enfants restent avec les tiers, vont rester 5 ans, 6 ans, 10 ans, etc. Et aussi, alors peut-être pas tant la permanence des élus, parce qu'il y a des élections, mais l'engagement des élus. L'engagement des élus est très fort à Saint-Martin. Les élus connaissent personnellement les situations des familles. Ça peut avoir certains inconvénients, parce que parfois l'élu arrive en disant, je ne sais pas si Madame la vice-présidente est encore là, mais l'élu arrive en disant, bon oui, il faut telle prestation pour telle famille, etc., parce que j'ai rencontré, il y a tel souci, donc il y a une proximité qui peut être parfois même gênante. Il n'empêche qu'il y a un engagement, et donc les élus soutiennent ces différents dispositifs, se battent pour les dispositifs. Donc cette idée de permanence des tiers, des référents, y compris des élus dans leur engagement, etc., ça permet de construire vraiment un dispositif, je crois, très intéressant sur l'ensemble de l'île de Saint-Martin. C'est pour cela que la conclusion dans l'article, eh bien, c'est Saint-Martin qui est un laboratoire de la République. Alors pourquoi? Alors c'était un titre un peu provocateur. Assez souvent, les départements d'outre-mer ou territoires sont présentés comme étant des territoires qui sont en demande de plus de subventions, demande d'aide, dans le besoin, on va dire. Et là, je crois qu'en étudiant ces situations spécifiques, ça nous permet de renouveler aussi nos approches. Et là, il y a quelque chose qui nous est offert, c'est vraiment des types d'accompagnement, des types de prestations qui nous servent d'exemple. C'est pour cela que la conclusion, c'était vraiment cette idée de laboratoire. Alors, voilà un peu Alors, je vais peut-être revenir sur la diapositive précédente. Voilà cette présentation, je vais dire assez brève, je ne sais pas si c'est si bref que ça, non, de Saint-Martin. L'idée, c'était de poser un peu des points, des accroches comme cela,
pour entamer une réflexion plus générale sur les enjeux de la protection de l'enfance en France, sur l'ensemble de la République. Donc, voilà, ça, c'est la première partie. Sur le laboratoire, de comment ça peut se transposer avec deux grandes questions autour d'une recherche par les parcours et puis par les territoires. Il y a deux grandes approches qui se dessinent au niveau de ce qui vient de nous être présenté. Donc ça sera évoqué après, il y aura des questions. Donc à l'issue de cette première partie, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi j'ai une question au niveau des collègues qui sont derrière leur écran. J'en aurai une petite aussi moi. Mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ou commentaires? Non? Si? Moi, j'ai une question autour du profil des enfants accueillis en confiage. Est-ce qu'ils sont accueillis dès leur plus jeune âge ou est-ce qu'au contraire, ça se tisse en fonction d'un parcours qui est déjà passé par d'autres dispositifs sur l'aide sociale à l'enfance? Je ne sais pas. Oui, il fonctionne. Alors, il y a différents types de parcours. Ce qui est intéressant de constater, c'est le point de bascule. Souvent, alors certains, je crois que c'est la moitié, il y avait déjà des mesures aux prestations avant. Donc l'AEMO, il y a eu du placement, etc. En fait, chaque fois, ce qui a fait la bascule vers le tiers, je disais, c'était la migration. Souvent la migration d'un des parents, oui, même c'est ça, ou le décès d'un parent. Donc c'est ça le point de bascule. Après, tous ces enfants, sans exception, ont vécu des situations extrêmement dramatiques de violence, surtout de violence physique et sexuelle, avant qu'ils soient confiés à des tiers, ou de négligence plus que très forte, des abandons totaux. Donc voilà. Donc il y a une diversité. Et au niveau des tiers administratifs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des situations de confiage qui existaient déjà dans la pratique. Et la prestation a permis de cadrer cela et d'offrir en plus une prestation financière, etc. Donc, voilà pour le suivi de ces enfants, du parcours. D'autres questions dans la salle? Bon, je vais poser celle que j'ai. C'est vraiment en écho de votre conclusion, comme quoi c'est de fait un laboratoire de la République ce qui s'est fait. J'aimerais savoir si c'était si pour le coup le lien avec le choix au départ de faire cette recherche sur ce territoire-là, c'était avec cette idée-là derrière que ça pourrait servir de laboratoire, ou c'est quelque chose qui, donc a priori, où il y avait l'idée que ça pouvait servir de laboratoire et que ça pouvait permettre d'éclairer de façon plus large, ou est-ce que c'est un effet d'opportunité qui, à l'issue de la recherche, donc a posteriori, vous constatez que ça peut être important de le rapprocher par rapport à la protection de l'enfance sur tout le territoire français? J'ai tendance à dire les deux, en général. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y avait des chiffres qui étaient quand même surprenants. 5% sur l'ensemble du territoire français, y compris les DOM, pour 5% de l'assistance éducative. Ce sont des tiers lignes de confiance sur l'ensemble de la France. 20 à 40% sur ces départements. Déjà, ces deux chiffres étaient très, très étonnants. Après, dans les premières questions que je posais au début, quand j'ai découvert cela, lorsque je posais la question, c'est vrai qu'il y avait l'hypothèse, est-ce qu'il y a un système traditionnel de confiage? À La Réunion, oui. Guadeloupe, Saint-Martin, Martinique, non. Et pourtant, les magistrats disaient, par exemple, qu'il y a une grande différence dans les pratiques. Par exemple, en Guadeloupe ou en Martinique, lorsque il y avait donc une mesure judiciaire d'investigation, même une IP, il y avait parfois, même assez régulièrement, des membres de la famille qui arrivaient donc au palais de justice et qui disaient oui, je sais que mon neveu, par exemple, il y a des soucis là dans sa famille, c'est ma sœur, tout, c'est compliqué. Moi, s'il doit venir chez moi, je suis prêt, hein, je suis là, je suis présente.
chose qui est rencontrée très très rarement en métropole. En métropole, on a l'impression de trahir le membre de sa famille si jamais on va rencontrer comme ça le magistrat pour dire qu'on est prêt à prendre l'enfant. Donc ça renvoie à l'idée aussi de l'exclusivité de la relation éducative qui, je crois, c'est une des hypothèses, des grandes hypothèses, se joue différemment dans ces territoires par rapport à la métropole. C'est l'idée qu'il n'y a pas que les parents qui sont dans l'éducation des enfants, donc qu'il y a une alliance éducative autour de l'éducation des enfants et les acteurs peuvent jouer à des moments différents du parcours de l'enfant des rôles aussi complémentaires. Merci. J'ai une question des participants en visio. Au début d'intervention, vous avez évoqué la notion de placement sans déplacement. À quoi cela correspond-il ? Non. Alors, si je l'ai évoqué, c'est une erreur. D'accord. Alors, le placement sans déplacement n'existe pas à Saint-Martin, tout simplement parce que, alors, il y a les seuls placements à Saint-Martin, c'est en famille d'accueil. Si c'est un placement en établissement, c'est en Guadeloupe, parfois même en métropole, selon les conditions. Donc voilà, il n'y a pas de possibilité de faire de placement. Ça n'existe pas en tout cas ce type de mesure à Saint-Martin. C'est pas possible. Ok. Oui. Attendez d'avoir le micro puisque les collègues en visio malheureusement n'en bénéficieront pas. Oui, vous disiez qu'il y avait 40% de confiage au sein de l'île et 5% ailleurs. Est-ce que le fait de confier à des tiers, c'est pas pour pallier justement le manque d'institutions de placement, parce qu'il faut aller en Guadeloupe pour les placer justement ces gamins en difficulté? Alors, c'est effectivement, on s'est posé la question, il y a des familles d'accueil quand même. Pour Saint-Martin, aucun élément permet de dire cela. Probablement, c'est une explication, par exemple, pour la Guyane. Pour la Guyane, alors la Guyane, c'est une relation... Alors, je ne parle même pas de Mayotte, parce que Mayotte, c'est encore plus difficilement, j'allais dire compréhensible. Excusez-moi du terme, mais il y a une situation qui est très, très particulière à Mayotte. En Guyane, il y a déjà quelques familles d'accueil. Il y a des problèmes de recrutement de familles d'accueil, et notamment de professionnalisation. Et en Guyane, il n'est pas rare d'avoir 8 enfants par famille d'accueil. Bon, c'est pas tout à fait dans le cadre légal, comme vous le savez, mais ça se pratique. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont aucun lien avec l'enfant, mais qui se portent volontaires pour être tiers dignes de confiance, finalement, comme des familles d'accueil, comme l'indemnité d'entretien permet de vivre aussi. Le cumul des différentes indemnités d'entretien, ça équivaut à un salaire. Ce n'est pas un salaire au niveau juridique. Donc, en Guyane, très probablement, les tiers aussi, c'est pour pallier les autres difficultés de placement, etc. D'autant plus qu'il y a une difficulté aussi de déplacement. Vous savez, jusqu'à peu de temps, à Maripasoula, donc dans le sud de la Guyane, en frontière du Suriname, très grosse ville officiellement, je crois que c'est 10 000 habitants, mais c'est sûrement plus, il n'y avait même pas de lycée à Maripasoula. Donc les enfants devaient aller au lycée, ceux qui avaient la chance, ils allaient à Cayenne. Et en fait, il n'y avait pas de problème, il y avait des difficultés de logement, ce qui fait qu'il y avait souvent ce système de tiers, etc. Donc en fait, les dispositifs, effectivement, étaient complètement, je ne dirais pas mélangés, mais certains dispositifs servaient pour couvrir d'autres besoins, en fait. Donc là, oui, ça peut être une explication plus que très probable. Une dernière question sur cette première partie. Au niveau de la réalisation de ces mesures au niveau du tiers, est-ce qu'il y a des évaluations en amont de ces personnes-là, ou est-ce que ça va plus se réaliser en termes d'accompagnement, des évaluations comme on peut voir en métropole sur les mesures judiciaires d'investigation éducative notamment, quoi. Ou de d'autres types peut-être? Oui. Alors ce qui est très intéressant, c'est que au niveau donc judiciaire, il y a, c'est surtout le magistrat en fait. Dans le cabinet, il n'y a pas toujours des mesures judiciaires d'investigation, avec des rencontres régulières avec les tiers. Au niveau administratif, je vous disais, ce sont des situations qui existaient déjà. Et donc, il y a des évaluations, des IP, dans le cadre d'IP,
des évaluations extrêmement poussées. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé, je vous disais, souvent les mères étaient absentes parce que soit n'avaient pas les possibilités d'exercer leur parentalité, on va dire, ou alors elles étaient décédées. Les pères, plusieurs situations, étaient très présents, donc ils étaient d'accord pour la prestation. Donc, aussi dans le cadre des évaluations, ils sont toujours présents. Et ils sont présents aussi dans la famille du tiers. Ils rendent visite très très souvent dans la famille du tiers, etc. Il y avait autre chose qui jouait, qui était très très intéressant. Il y a une évaluation qui se fait par le fait qu'ils connaissent les situations avant même qu'il y ait la prestation administrative. Voilà, c'était des situations connues, qui ont bien été étudiées, avec les acteurs qui sont assez en accord autour de cela. Oui. Allez, on en prend une autre question. Est-ce que vous avez un regard sur qui expliquerait pourquoi alors j'ai entendu la dimension sociologique de la famille peut-être en métropole qui fait que c'est différent, mais aussi est-ce qu'on peut imaginer une surévaluation ou une surprécaution de la part des services à laisser les enfants là comme ça je le dis de manière un peu, je sais pas trop, mais voilà comment, parce que moi je peux y confronter de manière assez directe et j'ai une situation très en tête, très concrète là en ce moment. Et en fait le premier réflexe c'est de dire bah non, ça tient pas la route. Franchement, hein, et je le dis, voilà, et mon premier réflexe c'est de dire non, ça tient, on va évaluer, mais sur le principe c'est chaud. Et donc voilà, est-ce que voilà, moi je me rends compte que de ma place j'ai eu un petit peu ce réflexe, donc peut-être que je suis pas tout seul, j'espère. Alors, ça fait quasiment une transition pour la deuxième partie, je pense. Hein. Donc, effectivement, la question que vous posez, c'est plus sur une question générale en protection de l'enfance, effectivement, la place des différents acteurs, cette notion de responsabilité, comment elle se joue. Donc, peut-être que je vous propose de se la reposer juste là. Parce que ça fait une transition. C'est parfait comme transition pour faire. Alors... Un petit détail technique avant, je me retourne vers les collègues, puisque j'ai un petit message disant qu'il y a eu une rupture de réseau au niveau de la visio. Donc, c'est récupéré ou ouais, c'est bon? Et qu'est-ce qu'ils ont raté? 3 minutes? Pas, ça nécessite de reprendre des choses ou pas? Les réponses? Toutes les réponses? Simplement celle qui était sur placement sans déplacement, c'est ça? C'est celle-ci? Tous les échanges là? Bon, ça va être compliqué là, hein, je suis désolé, mais... On va peut-être revenir, alors je vous propose c'est qu'on revienne... Je pense qu'on risque de revenir effectivement. Hein. Voilà. Donc ça doit éclairer, puisqu'on a bien entendu que c'était le laboratoire, voilà. Donc on voit bien qu'il va y avoir des choses en écho. De support. Donc il devrait y avoir des éléments de réponse et si les éléments de réponse ne tombent pas, les collègues en vision auront toute l'attitude à l'issue de la deuxième partie et à l'issue de la dernière partie de reposer les questions, même si elles avaient déjà été posées. Ça permettra d'affiner les réponses. Je vous laisse la parole. Mais en fait, voilà, l'idée c'était de partir de cet exemple pour se poser des questions plus générales, des enjeux plus généraux sur l'ensemble de la protection de l'enfance en France. Donc, on peut se poser des questions. Donc, on a décidé dans nos discussions un peu de faire 2 groupes de questions. Il y a toute l'approche qui se fait par le parcours de l'enfant, le suivi du parcours de l'enfant. Il y a beaucoup d'enjeux autour de cette notion. Mais il y a aussi beaucoup d'enjeux autour de la notion de territoire, le territoire de vie de l'enfant. Tout d'abord, une approche par le parcours. Il y a une question générale que j'ai envie de poser, et vous voyez qu'elle se pose de façon particulière à Saint-Martin. C'est qu'est-ce que la référence en protection de l'enfance? Alors ça, on se la pose tous la question, surtout quand on est référent d'ailleurs, référent ASV. Ça signifie quoi être référent en protection de l'enfance? J'ai envie de lier aussi cette notion à la notion de responsabilité. Quelle est la responsabilité quand on est référent? Et effectivement, au niveau de cette notion de référence, il y a une référence, je dirais, au niveau psychique, au niveau éducatif,
peut-être au niveau aussi juridique, en termes de responsabilité, dans la responsabilité et la responsabilité morale. Et toute la question, c'est comment assurer cette référence. Vous voyez qu'à Saint-Martin, ça a été fait de façon assez originale, comme je vous disais. Eh bien, c'est le même agent, le même travailleur social, c'est soit éducateur spécialisé, soit assistant de service social, qui suivent l'enfant sur l'ensemble du parcours. Comme je vous disais, c'est permis parce que c'est un petit territoire. Mais il n'empêche que ça peut ouvrir quand même des perspectives, des questions sur le suivi des enfants, sur cette notion de référence. Une autre chose aussi, c'est permis à Saint-Martin parce qu'il n'y a pas d'association, c'est tout de la régie directe. Donc l'AEMO se fait en direct, l'AED aussi. Alors, il y a l'accueil familial, et du coup, il y a un référent qui est pour la famille d'accueil et pour l'enfant, il est identique. Donc ça pose aussi d'autres questions là. Et c'est vraiment cette idée de référence sur laquelle je voudrais échanger avec vous. La deuxième idée, et nous allons revenir, c'est comment considérer les ressources autour de l'enfant, notamment les proches et les pères. C'est vrai qu'il y a cette idée, il y a des interventions, donc des interventions par les professionnels, assez régulièrement quand même. On n'étudie pas assez les différentes ressources qu'il y a autour de l'enfant et on ne les considère pas assez comme étant des ressources. Parce que parfois, d'ailleurs, ces ressources sont aussi source de danger. Et donc, comment faire pour essayer d'encadrer, on va dire, le danger et l'éliminer et de garder cette dimension ressource, ce n'est pas une mince affaire. Il n'empêche que c'est, je vous disais, sur l'ensemble du monde, quand même, en protection de l'enfance, la plupart des pays du monde, en fait, on fait recours à des proches. Il n'y a qu'en France où c'est très très peu employé. Quand je dis qu'en France, c'est faux, il y a aussi la Belgique, etc. Mais la Belgique, surtout la Wallonie d'ailleurs. Donc il y a vraiment cette idée qu'on ne considère pas dans l'évaluation les ressources qui sont autour de l'enfant, y compris les pères. Alors il se pose la question bien évidemment de la participation, vous connaissez tout cela, la co-construction autour du parcours de l'enfant, parce que c'est plus que participer, plus que donner son avis, c'est co-construire, et comment on élabore des dispositifs pour prendre en compte l'ensemble de l'environnement de l'enfant qui peut être favorable à son éducation, à son développement. Enfin, troisième question autour de cette idée de parcours, c'est la question du genre en protection de l'enfance. Alors, vous voyez à Saint-Martin, je disais, pour simplifier, encore une fois, on voyait que le dispositif de tiers digne confiance, c'est une histoire de femmes. C'est quand les mères sont absentes et c'est pris en compte, c'est effectué par des femmes. Les professionnels, c'est mixte, hein, c'est moitié homme, moitié femme, je crois, grosso modo. Il y a peut-être un peu plus de femmes, non. Mais on élabore un dispositif, on le construit sans tenir compte de ces questions de genre, ce qui peut paraître normal, mais il n'empêche que peut-être par ce dispositif, on renforce cette distinction de genre. Et ça, on renforce le fait qu'on surresponsabilise peut-être les femmes dans cette protection, dans cette solidarité privée. Et c'est un des inconvénients, c'est un des pièges. Hein. Quand on recourt, quand on renforce les solidarités privées, et je vous le dis d'autant plus que j'y crois à cela, personnellement. Je pense qu'il faut vraiment qu'on étaye les solidarités privées, qu'on les accompagne pour qu'elles s'expriment mieux. Il n'empêche que le piège peut être qu'on cristallise des différences qui sont déjà existantes, des différences sociales et des différences de genre. Et ça, il faut vraiment faire attention, je crois, aux dispositifs que l'on crée. La question du genre en protection de l'enfance, elle est plus large. Je vais prendre un exemple très, très précis, mais une question que tout le monde se pose dans un établissement. Est-ce qu'il faut qu'il soit mixte? Est-ce que les personnes qui accompagnent l'enfant, est-ce qu'il doit y avoir des hommes et des femmes? Et cette question se pose toujours, notamment selon le type de violence qu'a subi l'enfant. Je prends qu'un exemple, la maison du docteur Bru vers Agen. C'est un établissement qui accueille des jeunes filles qui ont été victimes de viol et d'inceste. Plusieurs fois,
la maison du docteur Bru, ils ont voulu accueillir des jeunes garçons. Ils ne l'ont jamais fait parce qu'il y avait vraiment des distinctions, je dirais, fortes entre ceux-là. Ce qui fait qu'il n'y a que des filles qui se retrouvent entre elles. Donc ça pose d'autres questions. En revanche, le personnel, des personnes qui accompagnent, ce sont aussi bien des hommes que des femmes. Donc cette question du genre et de renforcer ces distinctions de genre, voire ces discriminations de genre dans les dispositifs qu'on met en place, je crois que c'est une question qui reste encore primordiale aujourd'hui. Donc ça, c'est une première série de questions autour de l'approche par le parcours, et après, il y aura l'approche par le territoire avec d'autres questions. Mais c'était pour entamer en fait une discussion avec vous, là. C'était plus des petites questions qui étaient posées pour susciter un peu le débat, des réactions, des commentaires. Là, en clair, c'est l'intervenant qui pose des questions, donc c'est à vous d'apporter des réponses. Non, mais au-delà de la pointe d'humour, effectivement, c'est posé comme tel, c'est issu de la recherche, ça pose un certain nombre de questions, et notamment, je pense que la partie la plus importante qui a été citée tout au début, qu'est-ce qu'est la référence en protection de l'enfance? Un certain nombre d'entre vous ont certainement une idée de ce que doit être, ou de ce qu'est, ou de ce que devrait être, ou est-ce que vous vous posez les mêmes questions? C'est tout ça dont il est question. Donc, est-ce qu'il y a des éclairages complémentaires? Est-ce qu'il y a des interrogations supplémentaires ou des réponses? Avoir une idée de ce qu'est ou de ce que devrait être la référence. Il y a des pistes qui ont été évoquées, en tout cas des précisions sur ces questions. Donc, au niveau de la salle ou au niveau des collègues, là, j'ai rien pour le moment en termes de visio, mais ça va certainement arriver. Il n'y a toujours pas de rupture de réseau, ça va, là, c'est bon, hein. Merci. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir dans la salle sur ce qui vient d'être dit? Je crois qu'il y a des référents à Zone, non, dans la salle. Oui, il y en a un certain nombre. Non. Non. Il y a des chefs de service aussi. Moi, je veux bien poser une question. On parle effectivement de la référence en protection de l'enfance, mais on peut aussi parler du parcours et on peut parler du projet pour l'enfant. Et ça, c'est quand même à partir du moment où effectivement on a un enfant confié, on a obligatoirement un projet pour lui. Et au-delà de la personne qui va accompagner ce projet, c'est effectivement, est-ce qu'on le met en place? Est-ce que ce projet est co-construit avec les parents, avec l'enfant? Et je trouve que c'est un ensemble, en fait, au-delà du portage en référence. Oui, alors c'est vrai que ce projet, voire cette projection dans l'enfant, est extrêmement intéressante. Alors moi, ce qui m'a frappé, ce n'était pas une surprise, mais ce qui m'a frappé à Saint-Martin, mais c'était très, très fortement marqué, les personnes projetaient énormément dans l'éducation, dans la scolarité. Les tiers, ils se sacrifiaient, ils payaient des écoles privées, etc., mais des sommes phénoménales par rapport à leurs revenus, etc. Et il y avait vraiment l'idée qu'il y avait une responsabilité par rapport à l'enfant, qu'il y avait une projection, et ça passait beaucoup par les études, effectivement, avec un très, très fort engagement. Et je crois que c'est un des avantages, et d'ailleurs dans la recherche de Catherine Selnès, c'était vraiment montré, un des avantages de ces tiers, c'est cet engagement qui se fait, qui est très fort, qui est quasiment incarné. Après, est-ce que ça se fait de la même façon par rapport à des professionnels? J'ai envie de donner un autre exemple. Moi, il y avait en Pologne, vous voyez, on fait un voyage dans un autre pays. J'ai été extrêmement étonné d'un phénomène, c'est que en Pologne, les enfants qui sont confiés, la responsabilité, on va dire, civile, ça n'existe pas. Un enfant est confié à une personne. Même dans un établissement, c'est un des salariés de l'établissement qui est responsable de l'enfant, personnellement, et qui a la responsabilité morale. Et la responsabilité civile, elle n'est jamais au niveau d'une institution, elle est toujours au niveau de personne, ce qui fait que la personne est civilement responsable. Ce qui fait que lorsque l'enfant fugue, par exemple, eh bien,
il y a plusieurs personnes qui sont sur les routes en train de rechercher l'enfant. Il y a aussi une responsabilité personnelle, hein, civile, je vous dis, au niveau juridique. Et l'idée qu'il y ait une responsabilité non pas au niveau des individus, mais au niveau d'un établissement, par exemple au niveau juridique, une responsabilité civile, etc., ça leur paraît totalement incompréhensible. Ils ne comprennent pas que cette notion de responsabilité puisse être, on va dire, entre guillemets, collective, qu'elle ne puisse pas s'incarner dans des individus. Quand j'ai recherché pourquoi, une des premières réactions, c'est de dire oui, c'est un héritage de la période communiste, etc. Ça m'a beaucoup étonné. Et pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai étudié aussi en Bulgarie, Roumanie, tout, ça n'existe pas du tout cela. En revanche, chaque fois que j'interrogeais les personnes, elles me faisaient une comparaison. Elles me disaient, ben oui, c'est comme un peu quand on est parrain ou marraine d'un enfant. Et là, je trouve ça très très intéressant et je pense que c'est plutôt l'héritage catholique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le parrain ou la marraine, c'est celui qui porte l'enfant sur les fonds baptismaux, donc qui est responsable devant Dieu et devant les hommes de l'enfant, de l'intégration de l'enfant, de la communauté chrétienne, etc. Et donc, il y a vraiment une notion de responsabilité du parcours, du devenir de ces enfants, cette responsabilité morale qui est transposée dans la vie de tous les jours. Et c'est là qu'il y a une autre idée, j'irais aussi de ce qu'est peut-être l'accompagnement social, etc., en Pologne par rapport à la France. Je ne sais pas si un jour, si on disait en France, dorénavant, l'ensemble des agents dans les établissements, etc., vous êtes responsable personnellement des enfants, je ne sais pas si ça va passer aussi facilement. Donc vous voyez, il y a des différences culturelles, finalement, qui peuvent être très très fortes, mais ça pose la question de la responsabilité. Si on ne peut pas, à mon avis, extraire la question de la référence de la question de la responsabilité. Les deux sont liés quand même. Et quand je parle de responsabilité, ce n'est pas qu'au niveau juridique, hein, mais c'est au niveau moral, comment on se projette, voilà, comment on s'incarne aussi dans d'autres personnes. D'autres questions et commentaires autour de ces éléments-là? Il y avait un monsieur qui avait posé une question tout à l'heure, je disais que c'était en lien. Pardon, monsieur. La question, le commentaire que vous faisiez tout à l'heure, je me disais que c'était en lien justement avec cette question-là du parcours, etc. Et je ne me rappelle plus de votre commentaire, pardon. Entre ma question et maintenant, il y a d'autres commentaires qui viennent, parce qu'on est sur un autre sujet. Aussi un sujet. La question de la référence et de l'investissement. En fait, c'est la question de l'investissement affectif qu'on met dans ce cadre-là. Enfin, je crois que c'est de ça dont on parle et de ça dont on est tous frileux. En fait, je ne sais pas trop l'expliquer dans l'histoire de l'éducation spécialisée, pourquoi c'est, enfin, de l'éducation spéciale au sens large, pourquoi c'est arrivé comme ça et pourquoi on en est là. Mais la question de la référence en dehors du cadre du projet, enfin, le projet, il est un aboutissement, mais dans un cadre relationnel. En fait, en dehors d'un cadre relationnel, c'est de l'abstraction, en fait. Et pour l'enfant, ça ne fait pas de sens, à mon avis, mais... bref, ça c'est. Et j'ai posé la question de savoir pourquoi on était peut-être parfois frileux à confier des enfants à des tiers dignes de confiance. Quoi. Nous, on dit ça comme ça, mais y compris dans un cadre d'évaluation où on a le sentiment qu'on a fait le boulot, les enfants sont en sécurité, il y a un parent ou un parent éloigné ou qui nous. Parce qu'en fait, ils arrivent après. Vous disiez. Dans les dom-toms où ils arrivent sur le parvis du tribunal, devant le juge très très vite, etc. Et nous, en fait, ils arrivent après et on les évalue dans le cadre du placement. Et en fait, le réflexe, c'est de dire, bah, ils sont déjà en sécurité, ils sont déjà protégés, pourquoi on irait reprendre un risque, entre guillemets. Donc pourquoi on était aussi frileux par rapport à tout ça. Enfin, il y avait deux choses mélangées là dans ce que j'ai dit. Peut-être un peu confus. Non, mais c'est... Alors, c'est vrai que... Est-ce que l'objectif du placement, c'est assurer la sécurité ou c'est de répondre à l'ensemble des besoins. Et c'est peut-être que là où on peut, on va dire, faire une transition et élargir le regard. Parce que peut-être que oui, en effet, un enfant peut être en sécurité physique en tout cas, lorsqu'il est placé, etc. Après, il y a d'autres questions qui se posent. Est-ce qu'il y a une réponse à l'ensemble des besoins pour assurer un développement adéquat? Voilà, je pense que... Alors aussi, ça pose une autre difficulté, c'est que souvent on pose encore la question de l'évaluation seulement l'évaluation initiale, alors qu'il y a la grande question de l'évaluation en cours de parcours, l'évaluation continue. Et effectivement, c'est pas parce qu'on s'est posé la question à un moment donné qu'il ne faut pas se reposer la question parce que l'enfant évolue, tout le contexte évolue et ainsi de suite.
Et c'est quelque chose aussi à travailler. Mais c'est plus un partage entre nous de questions plutôt que de réponses, bien évidemment, sur tout cela. Après, je pense, ce que j'ai entendu aussi dans votre question, il y a une question qui se pose, je crois, très très fortement. C'est la question, en fait, comment... c'est le sentiment d'appartenance. C'est que parfois, il peut y avoir l'idée qu'avant tout, il y a un lien qui s'établit avec cet enfant, avec cette responsabilité, le suivi de ce parcours. Donc, quelque part, il nous appartient un peu plus qu'à d'autres. Et ça peut empêcher un travail avec d'autres professionnels ou alors passer le relais, ou en tout cas, au niveau des tiers, etc., qu'il y a peut-être des personnes qui, en complément, pourraient participer à cette éducation de l'enfant, donc cette alliance éducative. Donc la place de chacun évolue aussi, et c'est cette idée d'accepter l'évolution de ces places. Ce n'est pas si simple que ça, hein, mais je pense que, en tout cas, j'ai eu la sensation que dans les départements d'outre-mer, l'idée qu'il y a une alliance éducative entre plusieurs adultes, plusieurs références, fonctionnait peut-être plus aisément qu'en métropole. Ça fait partie encore des hypothèses, hein. Donc j'avance prudemment, plus facilement qu'en métropole, où on pose un peu trop l'exclusivité du lien parental dans l'éducation, et parfois peut-être aussi l'exclusivité d'un lien professionnel. Et la notion de référence peut avoir ce piège, c'est de mettre comme si un lien englobait les autres, était supérieur aux autres, etc. C'est pour ça qu'il y a aussi des difficultés sur la définition de cette référence, hein, mais qu'on partage tous tout le temps. Entre-temps, il y a non pas des questions, mais plutôt des commentaires et infos qui viennent des collègues en visio, donc c'est bien au niveau de l'interactivité. Je pense qu'effectivement le réseau est revenu. Il y a un éclairage sur la question de la référence d'un linguiste qui nous rappelle que l'étymologie du mot référent vient du latin référé, lui-même de ferro, qui signifie porter. Donc c'est peut-être une ébauche de réponse sur répondre à c'est quoi la référence en protection de l'enfance. Et puis une information pour préciser qu'il y a une formation sur la référence éducative qui est prévue en 2023. Excusez-moi, organisée par le CD sur effectivement la référence éducative pour les professionnels du CD. Et ça, c'est dans le cadre de la stratégie enfance. Donc, comme quoi, c'est bien une préoccupation très concrète, collective, et qu'il est intéressant de pouvoir y répondre. Et j'ai aussi... bon, après, c'est un commentaire sur le genre d'un collègue qui a des recrutements dans une équipe et qu'il est le seul homme et qu'il serait bien, justement, pour répondre à la question du genre, qu'il y ait d'autres hommes embauchés. Voilà. C'est une boutade, mais en même temps, ça pose la question du genre aussi sur ce versant-là. C'est plus qu'une boutade, hein. Vous savez, en cours, aujourd'hui, dans le cadre de la licence en sciences de l'éducation et de la formation et dans le cadre du master, c'est 90% de filles. Voilà. Bon, personnellement, j'utilise toujours l'écriture inclusive. Pourquoi? Parce que j'ai du mal quand même à utiliser toujours le masculin, alors que je m'adresse surtout à des filles. À un moment... Mais c'est un choix personnel, hein, je ne l'impose à personne, mais voilà, il y a quand même des choses qui sont... Nous sommes bien d'accord. On va peut-être passer, à part s'il y a une dernière question, mais passer à votre dernière partie d'intervention, en sachant qu'il y a des passerelles évidentes dans la façon dont ça a été construit. Donc là, plutôt sur l'approche autour de la notion de territoire, entre guillemets. Donc je vous passe la parole. Oui, alors... Je dirais la deuxième série de questions, en tout cas d'enjeux, se pose autour de la question du territoire. Première question, comment assurer l'interprofessionnalité et l'interinstitutionnalité en protection de l'enfance? Quelles sont les limites, quels sont les enjeux? Je vous dis, moi, ça m'a vraiment marqué très très fortement de voir que des personnes qui se connaissaient, qui travaillaient dans les mêmes bâtiments, dans les mêmes bureaux, presque, en tout cas l'un en face de l'autre, etc.,
ne travaillaient pas pourtant ensemble. La logique des institutions était plus forte. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une hypothèse, c'est vraiment une hypothèse, c'est dire justement, j'en reviens à cette notion à qui appartient l'enfant, en fait. Et je pense que parfois, il y a des difficultés de passer le flambeau, de partager le flambeau, voire de partager peut-être la référence autour de l'enfant, notamment autour de la question, par exemple, des jeunes nageurs, de l'autonomisation, etc. Donc, c'est la première hypothèse. Le deuxième constat que je fais aussi, et ça c'est dans l'ensemble de ma vie professionnelle, parfois on essaie de refaire, alors là ça y est, j'aborde des questions qui peuvent être très polémiques, parfois on essaye de faire, pour faire travailler les gens ensemble, on fait des organisations territoriales de services, etc., en disant, bon ben voilà, on va mettre les personnes dans les mêmes services, ou les personnes sur les mêmes lieux, et comme ça, puisqu'elles sont ensemble, elles vont travailler ensemble. Et alors là, c'est un constat plutôt personnel. Chaque fois, je pense que ça ne marche pas tant que ça. Ce n'est pas parce qu'on est ensemble qu'on travaille ensemble. Le fait de travailler ensemble, de travailler, des institutions travaillent ensemble, ça joue sur d'autres points que la proximité physique, on va dire, voire que la proximité amicale, etc. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, faut-il prendre en compte la culture et l'histoire de l'enfant et du territoire? Comment? Les enjeux, les apports et les limites. Donc, c'est vraiment une question générale en protection de l'enfance. Alors, avec l'exemple de Saint-Martin, vous avez vu que le territoire permet certaines choses, peut-être moins d'autres. J'ai trouvé vraiment très, très intéressant, en tout cas à Saint-Martin, de voir qu'il y avait une distinction très très forte entre les tiers, les enfants qui étaient haïtiens, qui sont confiés à des tiers haïtiens, et les autres enfants qui étaient confiés qu'à des tiers qui appartenaient à la famille, qui étaient donc aussi de la même nationalité, mais haïtiens, c'était en dehors de la famille. Systématiquement, ce n'était pas un membre de la famille. Et à Saint-Martin, ils ne se sont pas posé la question. Ils se sont dit, ça fonctionne, on trouve des tiers, eh bien, tant mieux, on y va. Je crois que dans d'autres territoires de la République, on peut se poser la question, parce que là, je vous disais tout à l'heure, par ces dispositifs, on cristallise peut-être des distinctions de genre, mais là aussi, il y a quand même des distinctions communautaires qui sont renforcées, en fait, par nos dispositifs. Et peut-être, pourquoi pas, si ça répond aux besoins des enfants. Mais peut-être que la question se pose vraiment et qu'elle mérite d'être discutée. Mais en tout cas, par nos dispositifs, il y a des effets qui parfois peuvent ne pas être pensés. Autant les penser avant. Autre question, comment assurer une communauté, une alliance éducative en protection de l'enfance? Donc là, je l'ai déjà posé plusieurs fois. Et effectivement, c'est cette grande question. Comment les différents acteurs qui participent à l'éducation de l'enfant peuvent collaborer, peuvent s'articuler pour l'éducation des enfants. Donc, qui sont les acteurs, d'ailleurs, de l'éducation de l'enfant et comment assurer cette alliance éducative? Bien évidemment, une question générale sur un ensemble de territoires, par exemple, dans le cadre d'un schéma départemental de protection de l'enfance, même si toutes les autres questions concernent le schéma départemental, à mon avis. Quels nouveaux services créer en protection de l'enfance? Comment les élaborer? Avec qui? C'est toujours la question, c'est de la participation des bénéficiaires, notamment à l'élaboration des dispositifs. Et puis, quelle organisation finalement territoriale pour assurer une protection de l'enfance efficiente? Alors la grande question qui revient toujours. Je vous donnais l'exemple de Saint-Martin. Saint-Martin qui a vraiment organisé, qui a cassé, je dirais, la logique des services pour faire une logique autour du parcours de l'enfant. Donc, je crois que c'est très, très intéressant. Mais par ailleurs, Saint-Martin, je ne sais pas si c'est un contre-exemple, mais en tout cas, ça montre que ce n'est pas si simple que cela, parce que, comme je vous disais, alors que le territoire, l'Assemblée départementale a les mêmes compétences, a les compétences de la commune, du département, de la région, il n'empêche que par l'organisation territoriale, y compris autour de la protection de l'enfance, il n'y a pas pour autant des liens avec les autres professionnels. Donc on voit que cette articulation sur le territoire n'est pas si simple,
Je crois personnellement qu'il n'y a pas des recettes toutes faites, bien évidemment, mais qu'il y a des enjeux aussi sous-jacents. Et j'en reviens vraiment à la question de la prise en compte de la culture, de l'histoire, du genre, etc. Par ces organisations territoriales, par ces services qu'on élabore, on peut aussi cristalliser, renforcer des différences, voire des discriminations qui existent déjà, ou alors on peut essayer de les amenuiser. Donc c'est une autre série de questions, très très générales peut-être, mais qui se posent pour l'ensemble de la protection de l'enfance. C'est la fin. Les commentaires, je regarde si j'en ai au niveau visio, non, pas pour le moment, mais on va commencer par la salle. Tout à l'heure, ça a fait venir les questions, ou tout au moins les commentaires pour les collègues en visio. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Oui. Moi, c'est pas vraiment une question, c'était plus un commentaire. En fait, ça m'a fait penser à l'exemple que vous avez posé avec Saint-Martin. C'était le truc qui m'est venu en tête, c'est la prise de risque. Et nous, je me pose la question d'où en est la prise de risque dans la protection de l'enfance actuellement. Quel risque on est prêt à prendre pour le bien-être de l'enfant? Et donc du coup, ça s'arrête là parce que j'ai pas la réponse. Non, mais alors, c'est une question bien évidemment qui est centrale. Parce que aussi, et ça j'insiste vraiment autour de l'idée, par exemple, par rapport aux mesures ou aux prestations autour des tiers dignes de confiance, je pense qu'on amenuise les risques lorsque justement c'est institutionnalisé. Parce que dans ces mesures, il y a aussi du contrôle. En protection de l'enfance, il ne faut pas avoir peur, on exerce un contrôle. Je vous le disais tout à l'heure, dans les systèmes de confiage traditionnels, il y a plus de violences sexuelles et plus de violences d'exploitation domestique. Donc, ces différents dispositifs, surtout si on encadre un dispositif déjà existant, une situation existante, ça permet d'exercer aussi un contrôle. Il y a un regard. Donc, je pense que ce n'est pas tellement l'histoire du confiage qui est une prise de risque, mais c'est plutôt de la façon dont ça se fait. Et donc, c'est là aussi que ça joue. Et du coup, c'est aussi le fait qu'on ne soit plus seul face à des situations. Plus on organise, plus il y a aussi des collectifs au niveau des professionnels, des services, au niveau de l'institution, etc. Et là, ça permet aussi peut-être d'amenuiser les risques. Parce que ça peut être un danger d'être seul parfois face à certaines situations où même il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire de peur de provoquer certaines choses, etc. Du coup, il y avait peut-être un complément là. Ah, pardon. Je ne veux pas couper la parole Non, c'est bon. Merci beaucoup déjà de cette intervention que j'ai trouvée vraiment fascinante. Je me permets de revenir sur un élément que vous développiez sur les liens entre grosso modo le social, le médico-social, le sanitaire. Vous évoquiez aussi la question, puisqu'on parle de la prévention, de tout ce qui est prévention en matière de système de santé. Est-ce que là-dessus, par rapport à l'exemple de Saint-Martin et que vous avez présenté aujourd'hui ou de manière plus générale sur l'aide sociale à l'enfance, est-ce que vous voyez justement des dispositifs en termes de points de vigilance autour justement de la prévention sur la santé, cette fois-ci, des enfants en danger ou de leur famille, et des choses à améliorer éventuellement dans l'organisation du système de santé? Alors, à Saint-Martin, je n'ai pas réussi, c'est une question que je me suis posée, mais je n'ai pas réussi à avoir des éléments de réponse. Là, comme je vous disais, je vais à La Réunion. Il y a un élément sur lequel je vais être très attentif à La Réunion. Alors, La Réunion, c'est le département français où il y a le plus de grossesses précoces. Et donc, notamment dans le cadre de la protection de l'enfance. Et là, je pense qu'on va avoir un regard plus particulier de voir justement comment les différents dispositifs travaillent ensemble autour
de situations très très concrètes. Donc c'est aussi un des objectifs justement par rapport au séjour à La Réunion. Mais à Saint-Martin, en fait, j'ai pas réussi à creuser cette question. Voilà. Je posais la question, quand je posais aux professionnels, etc., j'avais des réponses finalement très très banales. Voilà. Donc là, je dois faire preuve de mon impuissance, en tout cas vous dire mon impuissance par rapport à ce thème-là. Moi, j'ai une question là-bas. Non, j'ai bien entendu que voilà, à Saint-Martin, c'est très exploité, cette notion de tiers digne de confiance. Et dans le Loir-et-Cher, j'ai vraiment pas l'impression que pour le coup, ça soit exploité. Je parle en nom d'une professionnelle qui travaille dans un foyer d'urgence à la maison de l'enfance. Et c'est vrai que même nous, on n'a pas forcément le réflexe de se questionner sur... alors oui, il y a des personnes ressources dans la famille, ça c'est... Mais de là à vraiment réfléchir sur la capacité de quelqu'un à être tiers digne de confiance. Et du coup, j'en viens à me poser la question, pourquoi dans le Loir-et-Cher c'est aussi peu exploité pour le moment, sachant qu'on manque cruellement de place chez les assistants familiaux ou dans d'autres, dans les MEX ou autres. Et donc, je ne sais pas si quelqu'un a une réponse en tout cas là-dessus, mais ça m'intéresserait de savoir. Merci. Alors, moi, sur cette question, je n'ai pas la réponse, mais j'ai sous les yeux, on livre l'info qu'il y a eu un groupe de travail sur cette question-là et qu'il y a peut-être des participants à ce groupe de travail qui ont des ébauches de réponses qui seraient parmi nous. Pardon, Monica, j'allais moi aussi prendre le micro. Alors, je n'ai pas forcément les réponses du groupe à vous livrer là, mais effectivement, on a lancé cette réflexion dans le but d'accroître la capacité de proposition par rapport à ces modes de prise en charge, non pas parce que nous manquons de place, mais parce qu'on est convaincu que c'est le plus souvent, dans certaines situations, une réponse qui correspond aux besoins des enfants et qu'on s'interdit, à laquelle on s'interdit de penser pour des raisons qui peuvent être multiples, culturelles, institutionnelles, autour de la prise de risque, parce que je vous rejoins, on a encore beaucoup de mal à prendre des risques, on n'en prend pas pour nos propres enfants, je jette volontairement un pavé dans la mare en le disant comme ça, et on se projette aussi par rapport aux enfants confiés de la même manière. Or, ça ne correspond pas toujours à leurs besoins, et il faut qu'on puisse prendre plus de risques. Institutionnellement, il existe des moyens de vous sécuriser pour qu'on puisse encadrer la forme du risque, la prise de risque, et rendre les choses possibles pour que les enfants aient une vie la plus normale possible. Et donc il faut s'autoriser des propositions, il faut qu'on y réfléchisse ensemble, et la prise en charge par des tiers, qu'ils soient bénévoles, dignes de confiance dans une mesure judiciaire, est une des réponses parmi d'autres. Et effectivement, nous avons lancé une réflexion sur un groupe de travail à la faveur du projet de direction qui se décline sur la stratégie nationale pour qu'on puisse avoir une offre de services autour de l'accompagnement des tiers bénévoles et des tiers dignes de confiance, également des sorties de mesures, également une réflexion autour du parrainage avec différents projets qui se dessinent pour qu'on ait un panel d'offres qui soit le plus large possible et qu'on réponde au mieux aux besoins des enfants en sortant de cette logique de place. C'est fondamental. Et du coup, si je peux me permettre un tout petit complément, cette notion de prise de risque, il faut la considérer de façon collective. Si on reste dans l'inter-individuel, on est foutu. Je vais donner un exemple très très précis. Chaque fois, toutes les années, je fais intervenir dans les cours de master un intervenant qui vient de Flandre et qui est dans la justice restaurative, y compris dans le cadre des enfants victimes de violences sexuelles intrafamiliales en Flandre. Le plus loin possible, on laisse l'enfant dans son foyer, c'est-à-dire un enfant qui a été victime de viol de la part de son père, par exemple, eh bien, on ne va pas le placer à l'extérieur. Le plus possible, on va le laisser avec son père dans le foyer. Donc, ça provoque beaucoup d'émoi. Pourquoi? Et c'est ça qui est important parfois de se déplacer. C'est de considérer que déjà, quand il y a une violence de type violence sexuelle, ce n'est pas uniquement la relation entre l'auteur et la victime qui est en jeu, mais c'est l'ensemble d'un système familial. Ensuite, qu'il faut mieux traiter justement ce système familial plutôt que de vouloir couper sans rien traiter. Mais ça signifie qu'il y a un accompagnement qui est très, très, très fort, avec accompagnement psychique,
en termes d'éducateurs spécialisés, etc. Donc, cette prise de risque qu'ils le font est vraiment collective avec un accompagnement qui est très, très poussé. Et du coup, il semblerait que les résultats soient très, très positifs. Donc, c'est vraiment, ça illustre le fait que prendre le risque de laisser un enfant avec son violeur, donc la victime avec l'auteur, etc., ça nous semble insensé, mais justement, elle est faite, elle est possible parce que c'est quelque chose de collectif, de penser, d'encadrer. Et je pense que c'est la même chose dans le cadre des dispositifs qu'on peut mettre en place, de type tiers, ainsi de suite. C'est de penser l'encadrement que l'on fait, le soutien que l'on fait de ces enfants, de ces tiers et des parents. Il ne faut pas oublier les parents qui sont détenteurs d'autorité parentale et qui sont toujours là pour les actes non usuels, ainsi de suite. Je voulais revenir sur la question de la notion de contrôle par rapport au TDC que vous évoquiez tout à l'heure, enfin qui était aussi évoquée par différentes personnes. Effectivement, je suis éducatrice en service d'AEMO, donc accompagner des TDC dans le cadre d'une prise en charge d'un enfant, alors souvent quand même dans le cadre de la famille et souvent des grands-parents. On est quand même beaucoup là pour travailler et pour essayer de maintenir le lien avec les parents. Il y a la notion de contrôle, on est bien d'accord, mais ce qui manque, je pense cruellement, c'est la notion d'accompagnement de ces TDC. Parce qu'on est là pour amener et pour ne pas oublier les détenteurs de l'autorité parentale que sont les parents, mais avec toute une difficulté avec ces TDC qui peuvent se retrouver aussi pris entre plusieurs places, parce qu'on est quand même beaucoup dans des notions familiales, et ça c'est compliqué, et il y a aussi besoin là-dessus d'un accompagnement où le nôtre ne suffit pas, très clairement. Je pense plutôt à des choses d'ordre d'accompagnement psychologique, de groupes de parole, ce genre de choses, de pouvoir un peu leur donner d'autres outils parce qu'ils ne sont pas professionnels, parce qu'ils n'ont pas de formation particulière. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à mettre en lien. Oui, il y a la notion de contrôle, il faut qu'on puisse développer cet accompagnement d'enfants dans ce cadre-là, mais aussi leur permettre un accompagnement et quelque chose d'un petit peu plus approfondi et particulier pour permettre à l'enfant d'évoluer dans les meilleures conditions possibles. Là, je vous rejoins totalement dans le sens où les pratiques des magistrats sont très différentes en France. Il y a des magistrats qui prennent systématiquement en même temps qu'une mesure de TDC, une AEMO. D'autres le font de temps en temps. Et des derniers, je ne sais pas d'où vient le bruit, et des derniers le font quasiment jamais. Ah, je crois qu'il y a... Donc... Et c'est les gens en visio qui nous font des mauvais trucs. Oui, ça doit être ça, ça doit être une... Et c'est quoi l'idée? Les magistrats qui prononcent en même temps une mesure d'AEMO, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Principalement, ils veulent avoir un œil sur la situation, un rapport de situation toutes les années, etc. Pour avoir toujours un œil. Et peut-être que, en fait, ils prononcent une AEMO faute de mieux, parce que pour eux, c'est la seule solution pour avoir quelque chose. Or, ce n'est pas du tout le même type d'accompagnement dans une famille d'AEMO, on va dire classique, ou une famille ou un tiers où il y a toujours les parents quand même dans le paysage, etc. Et donc peut-être qu'il faudrait penser soit d'autres formes d'AEMO, soit une mesure différente de l'AEMO, mais en tout cas d'accompagnement dans le cadre de ces enfants confiés à des tiers. Et effectivement, la mesure d'AEMO, souvent comme elle est pensée, ce n'est pas la même chose par rapport à des situations où les enfants sont parmi des tiers tout. Donc, il y a des questions juridiques qui se posent, par exemple, qui sont très spécifiques pour ces tiers. Il se pose beaucoup de questions juridiques. Qu'est-ce que j'ai le droit de signer ou de ne pas signer? L'enfant doit aller telle chose à tel endroit, est-ce que j'ai le droit de le faire? Quelle est ma responsabilité? Ce sont des questions très très pragmatiques qui se posent pour ces tiers. Il y a d'autres questions, on va dire, d'ordre éducatif et d'autres questions avec les relations avec les parents, avec les détenteurs d'autorité parentale. Surtout quand ils font partie du système familial, il peut y avoir des enjeux aussi autres qui sont très très forts. Oui. C'est peut-être le moment de parler justement à nouveau de Mohamed Lousni, puisque son association Aretis gère le seul service français d'accompagnement des tiers dignes de confiance. Et il y a une recherche qui est en cours justement sur
le service apporté avec un groupe de parents qui, avec les jeunes accompagnés, réfléchissent à qu'est-ce que ça nous apporte, ce service d'accompagnement des tiers dignes de confiance. En Haute-Savoie, je précise, Thonon-les-Bains. Tout à fait. Très, très beau département, sublime département. Vous l'aurez deviné, je suis originaire de Haute-Savoie. Donc voilà. Donc effectivement, donc à Thonon, et Mohamed a développé cela. Maintenant, il y a, je pense, plus de 10 ans, en tout cas. Il y a, bon, le rapport avec Selnay, Catherine Selnay, c'est 2007. Donc vous voyez, ils avaient déjà développé ce service, effectivement. Alors, il y a les tiers de confiance et aussi il développe, Mohamed Ousni, un autre dispositif qui peut être très très intéressant, c'est la conférence familiale. Donc c'est aussi un autre dispositif pour prendre en compte, mais là aussi qui peut être galvaudé, etc. Il y a plusieurs modèles de conférence familiale. Il y a un modèle notamment dans le cadre de la justice restaurative, un modèle qui est plutôt belge. Voilà, là aussi, on aurait pu partir sur cet exemple des conférences familiales, parce que ça pose aussi des questions dans le cadre de la protection de l'enfance. Conférence familiale, pardon. Un commentaire, question tout à l'heure, quand vous avez commencé à évoquer cette question du territoire, le premier item, vous avez évoqué comment assurer l'interprofessionnalité et interinstitutionnalité. Vous n'avez pas répondu à la question, si ce n'est pointé que ce qui ne marchait pas, ou qui ne marchait pas à tous les coups, loin s'en faut, c'est-à-dire de se rapprocher, de se voir, d'être dans les mêmes bureaux, ne suffisait pas pour que ça marche. Je partage. J'ai eu un certain nombre d'expériences et de changements d'organisation. Ça ne suffit pas pour que ça marche. Ça peut marcher parfois, mais en tout cas, ce n'est pas la solution miracle. Donc, quels sont les autres bras de levier qu'il peut y avoir, même si je ne peux pas m'empêcher de le rapprocher à un autre item que vous avez évoqué après, qui est peut-être une ébauche de réponse autour de comment assurer une communauté, une alliance éducative en protection de l'enfance. Il y a peut-être des pistes autour de ça, comme bras de levier, pour travailler sur cette question du agir ensemble, puisque c'est bien de ça dont il est question. Bien évidemment, c'est une sacrée colle. Il y a effectivement, je pense, cette idée de l'alliance éducative, des rôles de chacun, mais il y a aussi déjà, ne serait-ce que le langage commun, ou en tout cas savoir quel est le langage de l'autre, et de comprendre. Assez régulièrement, il y a des choses qui sont très très galvaudées. Je vais prendre un exemple, l'attachement. L'attachement, c'est quelque chose quand même d'assez précis, les théories de l'attachement, bon, vous connaissez tout ça, Bowlby, Ainsworth, etc. Il y a des théories qui sont très précises et qui sont extrêmement intéressantes. Et petit à petit, le terme se galvaude. À tel point d'ailleurs que dans la loi de 2016, on dit qu'il faut préserver le lien d'attachement de l'enfant. Si l'attachement est insécure, je ne sais pas s'il faut le préserver à tout prix, mais on voit que petit à petit, le terme, ça devient synonyme comme s'il y avait des liens affectifs. Or, l'attachement, j'allais dire, ce n'est pas ça, ce n'est pas que ça. Bien évidemment, la dimension affective est importante dans l'attachement, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Donc, parfois, il y a des professionnels avec des cultures différentes qui parlent, voire qui utilisent les mêmes mots, mais il n'y a vraiment pas la même culture derrière, les mêmes sens, etc. Donc déjà, se connaître et connaître comment fonctionne l'autre, sur quelle référence, sur quelle base théorique, et du coup aussi se réassurer sur les bases théoriques. La théorie, ce n'est pas du tout quelque chose qui est à l'encontre de la pratique, c'est ce qui permet de comprendre et de donner sens à la pratique. Donc, l'ensemble de ces références aussi, parfois, ça serait bien d'un peu plus parler, d'un peu plus comprendre aussi ce langage de l'autre, voire établir un langage commun, un minimum de langage commun. La notion de responsabilité, là aussi, on pourrait y avoir vraiment des grandes discussions. Entre un professionnel de la santé, un juriste, un éducateur spécialisé, la notion de responsabilité, c'est quand même pas toujours compris de la même façon. Et là, on aurait besoin parfois d'un socle commun dans le cadre de la protection de l'enfance. Voilà, on peut donner plein d'autres exemples. Si je vous parle d'un système familial aussi, là aussi, ça peut être intéressant. Questions, commentaires? Moi, j'ai quelques commentaires et quelques précisions en réserve. Est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui souhaiterait intervenir?
Je ne sais pas au niveau du timing. Bon, je vais ramener les deux, trois commentaires que j'ai de la salle. C'est des commentaires qui sont arrivés au fil de l'eau par rapport à des choses qui ont été dites et plus pour préciser des choses qui ont été faites. Notamment, il a été précisé que dans le cadre des évaluations d'IP au niveau des départements, nous évaluons les ressources de l'entourage et la possibilité de confier l'enfant à des tiers. C'est déjà des questions qui se posent. Donc c'est un petit peu... Une redite sur des choses. On a parlé des conférences familiales. Certains ont été sensibilisés aux conférences familiales et il y a l'idée que ça pourrait être intéressant de mettre en place sur le département. Donc, a priori, c'est quelque chose d'un peu collectif. Et puis, il y a un dernier commentaire qui est de collègues qui se disent que ça serait peut-être bien de faire une immersion à Saint-Martin afin d'améliorer les pratiques. Moi, je valide. Si vous prenez les retraités, je suis preneur. Toujours pas de questions? Donc, nous concluons. Un grand merci pour votre intervention. Je pense qu'on avait le souhait que ça soit interactif. J'ai le sentiment que ça l'a été. Donc, un grand merci pour l'exercice et que ça a apporté l'éclairage. Je te passe la parole. Donc nous arrivons au terme de cette journée. Un grand merci pour votre écoute et votre participation active, à la fois pour les personnes présentes et à distance. Je souhaite remercier aussi le service projet, appui et coordination pour leur travail, leur ténacité. C'était un vrai parcours du combattant, cette journée de l'enfance, et malgré tout, je ne regrette pas. Et je suis très satisfaite du résultat et j'espère que vous aussi. Alors, je vais laisser Marie-Pascale dire quelques mots pour le DPE et je laisserai le mot de la fin à Andrea Maillet et Stéphane Cadoré. Si je peux me permettre, pour les remerciements, de remercier aussi les services techniques parce qu'ils ont été extraordinaires sur... Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Donc, merci à eux. J'apprécie. En venant de l'université, vous savez, ce genre de choses, on apprécie beaucoup. C'est vrai. Un grand merci à Monsieur Attard. Ça va être très court parce que je pense que la journée a été un peu longue pour vous. Bon, pour moi aussi, je vous rassure. Moi, ce que je voulais dire, c'était que j'ai rencontré depuis 3 ans beaucoup de professionnels de terrain dans les groupes de travail, mais pas que. Je suis toujours très étonnée, mais vous savez que moi j'adore les professionnels de terrain. Je viens du terrain, je viens des établissements. Ça fait 41 ans que je le fais, donc je commence à m'y habituer un peu. Moi je voulais les remercier parce que vraiment on a besoin de vous, les professionnels de terrain, autour de la stratégie de la politique de la protection de l'enfance. Si vous n'êtes pas là, quelqu'un d'autre va prendre la main, vous inquiétez pas, et vous n'allez pas aimer, parce que ça ne va pas correspondre à vos besoins sur le terrain. Donc, vous avez la chance d'être dans un département où la direction enfance-famille, elle est très, très à l'écoute de ça. Elle est très en attente de vos suggestions, de vos remontées de terrain. Donc, je vous ai laissé la main depuis 3 ans dans le cadre du schéma. Ne la perdez pas, gardez-la, et puis continuez à travailler sur cette histoire-là. Ça vous concerne aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais pas mobiliser la parole très longtemps. Je laisserai le mot de la fin à Stéphane Cadoré. Néanmoins, je vous laisse à tous la main parce que quel plaisir que de vous entendre, de vous voir aujourd'hui, de partager avec vous les différentes préoccupations, de constater que au-delà du constat du début, la mécanique qui s'essouffle, on a encore du ressort et qu'on est en capacité de proposer des améliorations concrètes pour que l'on puisse adapter nos réalités professionnelles, nos moyens, nos capacités d'intervention au bénéfice des familles que l'on accompagne.
Au travers de cette journée, on a abordé à la fois le champ de l'expérimentation, de la prévention, de la protection, de nouvelles modalités d'intervention. J'ai relevé des mots-clés au fur et à mesure de la journée qui sont venus jalonner vos expressions autour de la nécessité d'être le plus en proximité possible, d'aller vers la question de la modularité aussi et de l'adaptation, de savoir s'adapter à la réalité de la situation, des besoins, mais aussi de venir vérifier rapidement des résultats concrets pour nous, pour vous, les professionnels que vous êtes tous, que je suis, et également pour les familles qui ont besoin que de manière rapide, concrète, j'ai entendu la question de l'attente, bien sûr, des listes d'attente, on ait des réponses concrètes et qu'on puisse avancer sur ces questions-là. La déstigmatisation aussi, vous avez dit à plusieurs moments ce matin, à partir du moment où on est perçu comme le service de placement et la deuxième scénette qui certes ne correspondait pas à la réalité, venait néanmoins pointer ce fantasme qui est souvent trop présent. À partir du moment où on va avoir une assistante sociale, on risque un placement. On en est encore là et il faut absolument dépasser ces questions-là. Des frustrations, beaucoup, mais qu'on a, je crois, réussi à dépasser. Et merci, Monsieur Séraphin, pour toutes ces perspectives qui se dessinent. La question de la référence, on en a parlé beaucoup. C'est quoi être référent? Alors, vous allez être mis à contribution sur cette question autour d'une formation action en 2022 qui va démarrer au second semestre et qui se poursuivra en 2023 pour l'ensemble des référents enfance du département et qui viendra au travers d'une formation action en associant les familles et les différents acteurs que sont les institutions, les établissements, les magistrats qui viendront à certains moments jalonner cette intervention, réfléchir à cette question pour que l'on ait aussi une culture commune de cette référence et du risque, parce qu'effectivement, nous devons former une communauté éducative pour progresser et apporter des réponses adaptées. Donc, je le redis, n'hésitez pas à solliciter la prise de risque. À partir du moment où on est en mesure de vous apporter ce cadre sécurisant, l'institution, elle vous suivra. Vous avez une capacité d'action bien plus large. Et je l'ai constaté trop souvent, les freins sont souvent présupposés et pas toujours réels lorsqu'on vient vérifier la capacité à autoriser. Donc, libérez-vous. Vous avez une véritable capacité d'action. En tout cas, merci. Merci à tous pour cette journée. Merci à l'organisation, au service support. Solène, bravo. L'exercice était pas simple et franchement, vous l'avez relevé avec brio. Un merci particulier à l'équipe de Virginie Portevin qui a porté l'organisation de cette journée et au groupe de travail que j'ai cité ce matin. La formule a fonctionné. Moi, j'ai rien eu à faire. Je vous laisse les clés l'année prochaine. Aucun problème. Et Marie-Pascale, merci. Je sais que c'était la dernière. C'était réussi. Bravo. Bon, c'est une journée toujours aussi dense, évidemment, aussi favorable à une réflexion qui est posée, à un temps effectivement de partage ensemble sur les enjeux de la protection de l'enfance, la prévention et la protection de l'enfance. Donc, je crois que c'est encore une journée réussie. Merci effectivement aux organisateurs de cette belle journée. On a partagé ensemble un diagnostic, c'était les premiers éléments de ce matin, un diagnostic qui n'est pas très favorable, effectivement. On ne peut que constater aujourd'hui l'augmentation des chiffres. Évidemment, il nous faut ensemble trouver les moyens d'essayer de faire en sorte de casser le thermomètre. Ça, c'est fondamental. Il y a aussi quand même eu aujourd'hui, et je dois avouer, alors je suis pas bluffé, c'est pas le terme qu'il faudrait employer, mais qu'est-ce que c'est agréable de vous entendre. Qu'est-ce que c'est agréable. Parce que moi, je ne vous vois pas tous les jours. De temps en temps, ça m'arrive de passer, de rencontrer. Mais là, aujourd'hui, j'ai pu voir la qualité de vos réflexions, la qualité de votre engagement. Et ça, c'est assez fondamental. Donc, il y a un engagement des acteurs, de l'ensemble des acteurs du territoire,
autour de la politique de l'enfance. Les initiatives, les expérimentations, elles se multiplient. On a eu ce matin effectivement la démonstration avec l'équipe de l'AEP, donc je crois qu'il faut souligner ces expérimentations-là. Il y en a d'autres qui existent, donc je pense qu'il faudra aussi trouver les espaces-temps, les espaces de communication pour favoriser la présentation de l'ensemble des expérimentations qu'on porte. Donc il faudra les mettre en exergue de manière importante. Il y a une richesse de la matière, c'est fondamental. Vous savez que moi, en tant que déjà solidarité, il y a beaucoup de matière, c'est à chaque fois de la matière sociale. Mais celle-ci, elle a un sentiment particulier parce qu'il s'agit d'abord avant tout de s'occuper des enfants dans leur sphère familiale et de les prendre en charge. Et évidemment, on a tous à cœur d'essayer de faire en sorte de trouver des solutions pour eux. Il nous sera nécessaire, vous le savez, de déployer la feuille de route des solidarités en rendant acteurs. On l'a vu aujourd'hui que vous aviez envie d'être acteur et ça nous va bien. Il faudra, comme l'a souligné Andrea, favoriser un environnement qui soit sécurisé, qui soit favorable à l'initiative, qui soit favorable à la responsabilité individuelle. J'ai beaucoup aimé à plusieurs reprises, vous avez utilisé cette terminologie-là de responsabilité. Oui, il faut libérer les énergies, libérer ce poids, du poids de temps en temps des organisations. Pour pouvoir se faire, il est nécessaire que vous ayez un cadre qui soit rassurant, qui soit sécurisant. Sinon, effectivement, ça ne favorise pas la prise de responsabilité individuelle. Ce cadre, on doit le construire ensemble, il est fondamental pour adapter de manière proportionnée la réponse aux besoins du territoire. Vous connaissez l'attachement du département à la prévention et à la protection de l'enfance. On a pris un réel, je pense, virage préventif, comme on le fait aussi. On prend des virages en ce moment, c'est un peu casse-gueule de prendre des virages tout le temps, mais là on en prend en l'occurrence un sur l'autonomie, on prend un virage domiciliaire. Sur l'enfance, on prend un virage préventif important. Je pense que c'est fondamental. Alors ça se voit pas. On voit pas encore les résultats. Alors on en a quelques démonstrations à Sud-Loire, notamment avec les mesures, le dispositif AEP, on pressent quelques résultats. Pour autant, on n'a pas encore les résultats des démarches préventives, on le sait. Ça sera 5 ans, 10 ans, ça sera une classe d'âge, mais il est absolument nécessaire de le faire. Il est nécessaire de ne pas non plus diminuer notre action et notre dynamique sur la protection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le conseil départemental doit investir à la fois sur la protection de l'enfance et donc dépasser un certain nombre de difficultés qu'il peut avoir du côté budgétaire là-dessus. Il doit aussi essayer de faire en sorte de trouver d'autres, et on l'a eu cet après-midi, une démonstration assez favorable, d'autres initiatives d'expérimentation en termes de placement, le tiers de ligne de confiance par exemple, mais d'autres initiatives peuvent être mises en place. Il faut continuer la protection, il faut faire de la prévention, il faut faire les deux en même temps. Il faut donc que les moyens soient là pour faire les deux en même temps. C'est fondamental, je l'ai exprimé ce matin. Vous avez compris que c'était aussi la question, elle est politique, elle est stratégique, et donc il faut pouvoir le faire. On met aujourd'hui, depuis l'année dernière, 4 millions d'euros supplémentaires sur la table, 48 millions d'euros pour la protection de l'enfance. Ça n'est pas encore suffisant. Vous avez évidemment à cœur à faire vos missions, vous souhaitez les faire de la meilleure manière possible, ça tombe bien, parce que nous voulons, nous aussi, que vous puissiez les faire de la meilleure manière possible. Vous êtes au cœur de nos engagements, mais vous êtes le cœur de nos priorités. Bon, on peut poursuivre, on peut avoir un débat.